C'est parti, concentration, elle joue gros. Émilie, c'est maintenant. Ça passe. Alors peut-être. La Britannique est en train de craquer. C'est fini. C'est terminé, bravo Marie-Pierce, elle a gagné, elle l'a mérité. Il va falloir y aller. Elle y va peut-être. Et c'est elle qui marque le 23e but français. Avant de commencer, nous tenons à souligner que les informations que nous partageons dans ces épisodes sont destinées à des fins générales uniquement et ne sont pas destinées à remplacer les conseils médicaux des professionnels. Si vous avez des préoccupations ou un problème quelconque, nous vous recommandons de consulter un professionnel de la santé qualifié pour obtenir des conseils personnalisés. Nous ne saurions être responsables de toute action ou omission que vous pourriez entreprendre en fonction des informations fournies dans ce podcast. Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ce soir, on accueille Laura Marino. Alors Laura, tu es connue du grand public initialement pour ta carrière en plongeon, qui t'a valu plusieurs titres de championne de France et même quelques qualifications au niveau mondial et même aux Jeux Olympiques. Tu as décidé de mettre un terme à ta carrière en 2019 et tu t'es réinventée en pleine nature en te lançant dans le cliff jumping. C'est d'ailleurs comme ça que je t'ai connue, parce qu'on a des amis en commun à La Réunion. Et petite anecdote, on a un autre point commun au-delà de La Réunion, c'est que on est toutes les deux kinésithérapeutes. Et comme ce n'était pas assez et que tu n'avais pas assez de casquettes sur ta tête, tu es même devenue écrivaine récemment, parce que tu as publié un livre. Donc ça, c'est hyper cool. On a trop hâte que tu nous partages un petit peu ce périple. Et tu es l'heureuse détentrice d'un van aménagé. Et ça a l'air de t'occuper un paquet de temps. Donc voilà, c'est trop génial de voir autant de projets pour une seule personne. Donc voilà, bienvenue parmi nous sur Femmes et Sport. Comment ça va aujourd'hui les filles? Eh ben, ça va très bien, merci pour cette belle description. Je suis ravie d'être sur ce podcast qui parle un peu plus des femmes, donc c'est trop chouette. J'ai souri et même ri à ta description. Et en t'écoutant, je me suis dit, ah ouais, tout ça, ah ouais, c'est vrai, il y a ça aussi. Donc, hâte de parler de tout ça avec vous. Enchantée de vous rencontrer, les filles. Et puis, on va voir où cette discussion chill nous mène. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu plus comment tu as commencé le sport? Comment ça s'est introduit dans la vie et quel rapport tu as entretenu avec ça, initialement? Alors, je pense que le sport, en fait, il a toujours fait partie de ma vie, par mes parents, en fait, tout simplement. Et par exemple, dès que j'ai su tenir sur mes 2 jambes, en fait, ils nous ont mis sur des skis. Je dis «nous» parce que j'ai un frère et une sœur. Et ça a vraiment OK. été, depuis toujours une culture, en fait, dans la famille de faire du sport, depuis enfin, c'est vraiment, presque le sens de la vie, quoi. La vie, c'est boire, manger, dormir et faire du sport, quoi. Et c'était notre moyen de partager des moments, de partir en vacances, enfin tout était en fait articulé autour du sport. C'était nos loisirs. Après l'école, on allait faire du sport, le week-end, on faisait du sport, mais pas à outrance ou dans le haut niveau ou la compétition. C'était plus, mes parents, je pense que ça faisait partie de leur ADN, de leur culture et qu'ils y voyaient un moyen d'épanouissement pour les enfants, de partage, d'éducation, et plein de visions que je partage aujourd'hui d'ailleurs. Et finalement, je pense que j'ai mordu à l'hameçon et aujourd'hui, j'ai un peu du mal à me passer du sport, quoi. En tout cas, ça fait partie de ma vie. Donc au début, j'ai commencé par faire un peu touche à tout, tu vois, des sports classiques et en loisir. Et puis en fait, j'ai commencé la gym un peu par un concours de circonstances. Et comme souvent à l'école, tu as des copines et mes copines faisaient de la gym, donc j'ai eu envie de faire de la gym parce qu'on en faisait dans la cour de récré et que j'ai envie d'en faire un peu plus. J'ai fait un peu d'intensif quand même en gym parce que je Ouais. progressais et que j'aimais ça et que j'aimais trop m'exprimer avec mon corps, en fait. Et finalement, j'ai découvert le plongeon après de fil en aiguille. J'ai progressé hyper vite, j'ai fait des compètes, je suis arrivée à l'INSEP et en fait, je suis un peu tombée dans le haut niveau. J'aime bien dire ça avec le recul, que je pense que j'étais pas du tout prédestinée à faire du haut niveau et que c'était pas vraiment qui j'étais au fond de moi. Mais par un concours de choses qui me constituaient, je suis arrivée au haut niveau, quoi. Et ça a duré plus longtemps que prévu, je pense. Mais en tout cas, enfin, je sais pas, j'ai dû prendre une ligne vraiment inattendue dans ma vie. Et donc, comme tu le disais en intro, j'ai atteint l'équipe de France, les championnats d'Europe, les championnats du monde. Bah, j'ai même été championne d'Europe et championne du monde avec Mathieu Rosset. J'ai même fait les Jeux Olympiques à Rio en 2016. Incroyable. Et puis après, un jour, je me suis réveillée, je me suis dit, mais c'est pas, c'est, en tout cas, c'est plus moi le haut niveau, en fait, et je m'y retrouve plus.
Mais j'aimais tellement le plongeon que j'y suis retournée en fait hyper naturellement. Et en fait, en réinventant un peu le format, quoi. J'ai un peu pris tout ce que j'aimais et mis de côté ce que j'aimais pas pour créer mon format sur mesure. Et mon format sur mesure, ça impliquait aussi, comme tu l'as dit en début, la liberté du voyage, donc le van, et aussi la création, en fait. Donc moi, j'adore filmer, j'adore monter, j'adore les photos, j'adore écrire. Et donc tout ça, j'ai dû apprendre un peu tout sur le tas. Mais donc voilà, plein d'activités qui font qu'aujourd'hui, j'ai découvert le cliff jumping et que moi, mon truc maintenant, c'est de voyager, de raconter des histoires, mes histoires de voyage, de partage, de découverte, mes apprentissages, mes reconstructions, mes déconstructions et tout ça, quoi. Waouh, C'est franchement, c'est passionnant. c'est clair, tellement Ouais, moi, inspirant. je te connaissais même, en fait, je te connaissais pas par le plongeon. Je te connaissais Ouais. plus par justement, ton parcours d'aménagement de ton van. Ah, c'est vrai? Ouais, je savais pas. Alors, c'est vrai que je suivais pas vraiment le plongeon quand je regardais les JO. Et du coup, voilà, je t'ai plus connue avant par l'aménagement de ton van parce que moi, c'est un truc aussi qui me botterait vachement. Et voilà, et du coup, je t'ai connue comme ça. Ok, bah c'est drôle parce que en fait, je communique pas énormément, enfin, en tout cas pas encore sur le van. J'ai fait un peu de contenu, mais pas énorme. Et du coup, les gens me connaissent pas forcément pour ça, mais les gens qui me suivent déjà savent que j'ai un van et que je l'aménage. Parce que c'est assez drôle que tu me dises que c'est un peu comme ça que tu m'as découverte, parce que moi, j'en avais pas encore trop conscience d'avoir cette entrée-là, quoi. Ah moi j'adore te suivre sur ces aventures. Quand tu as dû couper le matelas en 2, c'était exceptionnel. Je me suis demandé qu'est-ce que ça allait ressembler et quand il fallait trouver un nom pour, alors je sais plus qu'est-ce qu'il fallait nommer, La mais, le glacière, non? oui, c'est ça. C'est la glacière. Ouais, parce que la Ça glacière, j'ai galéré, enfin, en fait, pour son emplacement, et ça avait changé plusieurs fois. Et c'est vrai qu'en fait, les réseaux, ça m'a beaucoup aidé par période pour me donner de la force, en fait, pour me motiver, parce que comme je faisais tout toute seule, mais des fois, je trouvais ça. Et que je suis vraiment faite pour, tu vois, partager des trucs avec les gens, quoi. Et des fois, c'est pas que je m'ennuyais, mais c'est que tu vois, j'avais du mal à m'y mettre, j'avais l'impression que rien n'avançait et tout, alors qu'en fait, quand j'ai commencé à le partager et à rendre le truc vivant, puis des fois, je me tapais des barres toute seule et je me disais: «Putain, mais c'est dommage de pas partager cette». Enfin, je sais pas, des fois, je me sentais un peu comme un clown, et sauf qu'il y avait personne avec qui rigoler, donc en fait, j'ai un peu utilisé les réseaux comme ça, et c'est finalement, trop ça a cool. vachement pris, et du coup, moi, ça me faisait rire, en fait, les autres. Parfois, ça m'a grave aidée parce qu'il y en a qui me donnaient des conseils clairement utiles, parce qu'en fait, dans ma communauté, il y a des gens qui connaissent vachement mieux que moi. Trop bien. Et puis, tu vois, quand justement j'ai galéré pour ma glacière et que j'ai dit, bah franchement, donnez-moi une suggestion, j'ai reçu tellement de suggestions, bon, des fois des trucs très farfelus, mais ça m'a vachement aidée, et ça m'a aussi fait rencontrer des gens qui m'ont vachement aidée. Notamment, tu vois, un jour, j'ai fait un post, bon, bah voilà où j'en suis avec des photos. Et il y a une des photos où je fais un selfie avec mon tableau électrique derrière. Et en fait, il y a un abonné qui m'a envoyé un message en me disant: ouais, moi je fais des installations électriques sur les bateaux sur Toulon. Donc, d'après ta photo, il y a un truc, moi je le trouve pas hyper safe. Donc, si jamais tu veux que je regarde et que je te dise, parce qu'on voyait pas tout, tu vois, j'étais devant. Et il me dit: si jamais tu veux que je regarde pour s'assurer que c'est safe et que ça brûle pas, hésite pas, quoi. Moi, je me suis dit: bah ouais. Bah carrément! C'est plutôt bien. Eh, c'est Que, génial. j'ai appris beaucoup de choses sur YouTube, mais bon, c'est quand même un métier, quoi. Et j'avoue que l'électricité, tu peux faire flamber ton van, donc c'est tout de suite moins rigolo. Et donc, cet abonné-là, je l'ai fini par le rencontrer. Et ben, tu vois, ça crée de l'échange, de l'interaction, de la rencontre. Et j'en ai rencontré. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il s'appelle Sébastien, et j'en ai rencontré un autre à peu près sur le même principe qui me suivait depuis longtemps, qui m'avait proposé de m'aider sur la réalisation des meubles. Parce que lui, il avait un projet où c'était un peu hors de son métier, et il a un projet annexe où il crée une table, un design sur un principe innovant. Et donc, il m'avait dit, bah, si tu veux, moi, j'apprends à me servir du logiciel 3D, j'ai pris un atelier participatif et tout, donc si tu veux, je peux t'aider à faire des trucs, machin. Et puis 1 an après, en fait, il me suivait et il m'avait réécrit en me disant: écoute, maintenant, j'ai vachement progressé, si tu veux, je vais pas faire ton van, je vais pas le faire à ta place, mais si tu veux, tu vois, tu peux venir de temps en temps et on bosse à côté, ça nous motive. Moi, je peux t'aider sur ce que j'ai appris. Et il se trouve que, en fait, quasiment tout l'hiver, une fois par semaine, j'y allais. Il s'appelle aussi Sébastien, donc c'était drôle. Les Sébastiens étaient un peu mes anges gardiens du van. Trop bien. Et il m'a trop aidé, quoi. Enfin, en fait, il m'a trop aidé parce que
il y a eu un moment là, à la fin, j'arrivais plus à travailler quand j'étais chez moi. J'avais plus l'énergie en fait. Et donc je me motivais enfin, j'allais à Marseille, parce que c'était sur Marseille, donc c'est à 1 heure de chez moi. Et j'allais là-bas et je me faisais des 48 heures de. C'est un peu comme bosser à la BU pendant 48 heures, tu sais, Ouais. tu fais des week-ends comme j'ai connu quand je faisais médecine. Là, je me faisais des 48 heures, limite, je dormais pas la nuit et on charbonnait et tout. Et lui, il faisait son truc et des fois, j'allais le voir et des fois, il me disait ah, peut-être tu devrais faire comme ci, comme ça. J'étais ah ouais, trop bien, ça marche. Et du coup, il m'a vachement aidé par son soutien émotionnel aussi. Donc voilà, belle aventure le van. Donc finalement, la glacière s'appelle Bébert, mais Ok, Béranger. Et c'était le gagnant du sondage. très Et là, stylé. il est quasi. Enfin, il est. Ouais, allez, il est fini, mon van. Il y a Trop bien. toujours des Bah, petites bravo à toi. finitions qui restent. Merci. J'ai trop hâte de partir avec. C'est pour très, très bientôt, là, normalement. Eh bah, on va suivre ça de très près et tu pointes du doigt un truc super cool par rapport aux réseaux sociaux. Donc en fait, c'est vrai que les réseaux, les gens le décrivent des fois comme, comme quelque chose d'un peu néfaste par rapport à l'image de soi, par rapport, à la superficialité, aux comparaisons et cetera et ce que j'entends dans ton discours, c'est que finalement, bah, toi, ça a été vraiment une plateforme où tu as pu partager, créer quelque chose, te réinventer, partager enfin, moi, je t'ai vu en plus, sans van. Donc en fait, tu sais, je trouve ça super chouette aussi de suivre aussi ton je crois que j'ai commencé de te suivre, déjà sur ta carrière de plongeon. Ok. Ouais, parce que du coup, j'ai entendu parler de toi à une formation à l'IPPP, donc sport femmes et Ah ouais, périnée d'accord. et Ah bah oui. à l'époque, tu faisais ton stage avec, Sandrine Sandrine Gaillac, Gaillac. voilà, qui nous avait parlé La for- justement du plongeon par rapport, bah, au plancher pelvien et cetera. Elle avait mentionné ton nom. Je me suis dit: «Waouh, trop cool, une kiné sportive et tout, trop bien, je vais voir ça» et en fait, je te vois, t'éclater sur les réseaux. Est-ce que tu as toujours eu ce rapport-là aux réseaux sociaux? Ou est-ce que tu as déconstruit des choses, notamment par rapport aux comparaisons, par rapport à l'image de soi, ce côté qu'on peut reprocher justement aux réseaux? J'ai- je me suis retenue de me marrer avant la fin de ta question parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et en effet, tu me suis depuis longtemps parce que l'IPPP, c'est ma dernière année de kiné, donc c'est Ouais, 2017. Et parce que d'ailleurs, en fait, j'ai fait mon stage mémoire et mon mémoire justement sur la problématique euh, périnée, on va dire, et femmes. Enfin, sport et d'ailleurs, c'était même pendant la grossesse. C'était périnatalité et sport. OK. Donc avec une approche notamment sur le périnée et l'incontinence urinaire d'effort. Donc ça m'a fait toucher à plusieurs sujets. Et donc j'ai fait la formation d'ailleurs, spécialisation en périnéo, donc là, juste les fondamentaux. Et j'ai exercé Ouais, aussi en périnéo, donc c'est vraiment, je pense qu'on partage ça, c'est un sujet ouais, qui m'intéresse c'est clair. vachement et que je trouve passionnant. Donc après, pour revenir au réseau, c'est un sujet hyper complexe, je dirais. Alors, j'ai commencé à me servir d'Instagram parce que quand j'étais athlète, en fait, tout simplement, parce que quand je cherchais des sponsors, bah, à l'époque, la première chose qu'on me demandait, c'était est-ce que tu as un compte Instagram? Bon, aujourd'hui, on me pose plus cette question, hein, mais là, on parle des années, tu vois, 2012, 13. Ouais, Et donc, en fait, je m'étais mise sur les réseaux et ça me plaisait, tu vois, de communiquer, de raconter mon quotidien. Et surtout qu'en fait, comme je faisais un sport qui n'était pas couvert chaque semaine dans l'équipe, on va dire, qui n'était pas mainstream et qui intéressait pas tout le monde, en fait, j'ai vraiment trouvé dans les réseaux la possibilité d'être mon propre média et donc de raconter ce que moi j'avais envie de raconter, en fait, et de pas avoir cet intermédiaire de journalistes qui, en fait, racontent ce qu'ils veulent sur toi et mmh, qui parfois, tu vois, peuvent déformer la réalité, je ne sais quoi. Donc, moi, j'ai trouvé ça génial d'avoir cette possibilité, en fait, de m'exprimer comme j'en avais envie. Et après, c'est vrai que quand j'ai arrêté le plongeon, j'ai ressenti le besoin de m'en éloigner totalement. Aussi, je pense, parce que je savais plus trop qui j'étais, qui j'avais envie d'être, et que les réseaux sociaux, je pense que si tu sais pas qui t'es et que t'es pas sûr de qui t'es, ouais. c'est t'es poreuse, on va dire, tu te remplis d'eau quoi sur les réseaux et c'est très complexe à gérer aujourd'hui. D'ailleurs parce que bah je suis humaine hein, et je suis pas droite et à l'aise dans mes baskets tout le temps. J'ai eu des grosses phases où c'était pas le cas du tout et en fait j'ai décidé de reprendre mon compte Instagram. Donc d'ailleurs quand j'ai arrêté le plongeon, j'ai juste arrêté de communiquer sur Instagram parce que bah, j'avais plus envie de raconter mon quotidien puisque bah, déjà j'avais du mal à le gérer toute seule et ça me paraissait pas indispensable ni prioritaire. Et en fait, quand je suis allée à La Réunion pour la première fois et que je me suis dit, OK, j'ai envie que ce soit ça ma vie, donc le voyage, le kiff et les vidéos, je me suis dit, bah, par où je commence? Et je me suis dit, bah, je vais reprendre mon compte Instagram parce que j'avais déjà une petite communauté, tu vois, j'avais genre
je sais plus exactement, mais je crois que j'avais 15 000 abonnés, quelque chose comme ça. Donc, tu vois, c'était une bonne base de départ et je me suis dit, OK, bah, ça va être ma porte d'entrée, quoi. Donc, j'ai commencé par là. Sauf qu'entre-temps, les réseaux, ça a quand même vachement évolué. Tu vois, je te parle, là, on parle de, je sais pas, ça devait être début d'année 2021, parce que 2020, Ouais. c'était le confinement. Ouais, 2021. Et c'est marrant parce que c'est le tout début des réels. Les stories, ça Oui, n'existait pas depuis ouais. hyper longtemps. Et Non, mais c'est 2021, vrai. genre, j'avais posté mon premier réel. C'était un saut que j'avais fait assez haut, je crois. Ou alors, c'était mon récap de l'année 2022, un truc comme, de l'année 2021 ou 2020, je sais plus, Ouais, un truc comme ça. Et c'est ouf de se dire que le premier réel est apparu il y a 2 ans, en fait, sur Instagram. c'est vrai. Qu'aujourd'hui, tu as l'impression que ça fait partie ça Du fait partie paysage. du corps, Ouais, quoi. ça m'a mis une claque. Ouais, bah, tu vois? Et en fait, bah, j'ai appris carrément un autre métier, sur le tas, quoi, parce que je me suis dit: «Bon, bah» enfin, au début, je me disais: «Je ferais ça en plus de kiné», mais pas du tout, ça prend tellement de temps, ça prend tellement de temps. Enfin, Mmh. tu vois, là, je te disais en off, je viens de rentrer de Malte, donc c'est un projet avec l'Office du tourisme. Donc on y allait pour filmer le petit contenu et j'ai tellement de contenu là, ça fait 4 jours que je suis rentrée, j'ai fait 4 jours de montage, quoi et Ah ouais. et alors que je pensais jamais être cette personne-là qui passerait des journées derrière son ordi à monter, quoi. Donc pour revenir aux réseaux sociaux, je trouve que c'est à la fois une chance, une opportunité et aujourd'hui d'ailleurs, c'est ce qui m'a permis de faire de mon activité aujourd'hui un métier et d'essayer d'en vivre. Je dis d'essayer parce que je commence, mais que c'est pas encore, hyper, durable et je trouve que c'est donc une chance, mais c'est aussi, ça c'est un vraiment double tranchant, tu vois? De Ouais. l'extérieur, ça paraît facile, ça paraît, être la vie de rêve, tu vois? Quand tu vois les influenceurs, et en fait, c'est quand même, un beaucoup de travail et 2 personnellement, c'est compliqué parce que comme je te disais, comme je vous disais, sur Instagram, tu vois énormément de choses, tu vois, tout ce que tu ne fais pas, tout ce que tu n'es Mmh. pas et des fois, tu te dis: «Mais» et en plus, moi, enfin, moi, je souligne ce point-là parce que je sais que j'ai tendance à me dire que je suis jamais assez, que ce que je fais, c'est jamais assez et du coup, en fait, en plus, quand tu es dans une boucle comme ça sur les réseaux, mais c'est C'est horrible. Ouais. ouais et des fois, ça m'inquiète, tu vois? Quand je vois les jeunes d'aujourd'hui, parce qu'en plus, ils sont de plus en plus tôt, qui sont Mmh. dans une phase de construction, tu vois? Et ils peuvent se construire qu'en imitant ou qu'en forcément, quand tu te construis, tu as besoin de modèles, tu as besoin d'inspiration et Mmh. sur les réseaux, le problème, c'est que tu as vraiment à boire et à manger, quoi et des fois, je trouve ça effrayant et je me dis: «Ouais, mais tu participes à ça» et des fois, je me dis: «Bon, Ouais. bah, tu participes, mais en essayant de» je dis pas que je suis plus légitime qu'une autre, tu vois? Mais je me dis: «J'essaye de» moi, mon truc, c'est d'essayer d'inspirer les gens à prendre leur vie en main et de faire ce qui leur correspond vraiment et de partager, enfin, avec ceux qui partagent mon point de vue qui est que le sens de la vie pour moi, c'est d'essayer d'être heureux, tu vois? Et je me dis que si déjà j'arrive à les inspirer là-dessus, bah, c'est bien et je me dis que j'apporte quelque chose, quoi. Après, ça, c'est pas toujours le cas et des fois je me dis: «Mais ça sert à quoi ce que je fais?» Ouais. Je Mais bon, comprends. après, quand je reçois des messages de gens, tu vois, là, le premier message auquel je pense, c'est, tu vois, j'adore aussi cette interaction. Ça me permet d'interagir avec des gens. Bah, j'ai parlé de 2 personnes là pour mon van, mais ça va beaucoup plus loin que ça, tu vois? J'ai rencontré plein de gens via les réseaux et je me souviens d'une fois où j'avais fait une vidéo sur, un peu les moments difficiles que j'avais traversés, enfin, juste pour signifier que je suis pas en vacances toute l'année et que ma vie, c'est pas du rêve, tu vois? Et que tu crois toujours que l'herbe est plus verte, chez le voisin. Sauf que, bah, j'ai aussi mes downs, j'ai aussi surtout là, ces 2-3 dernières années, j'ai vécu des phases, vraiment très dures, très dark, dépressive et tout ce que tu veux. Et donc ça a été dur pour moi de le poster, mais je me suis Mmh. sentie obligée en fait, parce que je recevais trop de messages de gens qui me disaient: «Ah, tu trop de chance, ah, tu vis de la vie de rêve, limite, c'est abusé que tu partages autant de trucs comme ça». Putain. Et en fait, après ça, j'ai reçu des messages qui me disaient, «En ce moment, je vais pas très bien, j'ai vu ta vidéo et ça m'a redonné espoir», en fait, ça m'a tellement touchée et je me dis: «En fait, de faire 1000 vidéos pour avoir un message comme ça et peut-être aider une personne qui est en je sais pas, en moment hyper dark d'une dépression», je me dis: «Bah, franchement, ça vaut le coup, quoi». Ouais, carrément. J'allais dire, moi je trouve que tu as un contenu qui est plutôt, enfin pas plutôt, mais tu as un contenu qui est, transparent. Enfin, tu vois, tu es vraiment authentique dans ce que tu Ouais. partages et du coup, c'est super agréable. Au contraire, tu vois, on voit bien qu'il y a pas de faux semblants dans ce que tu fais. Mmh. Ouais, bah, écoute, tant mieux parce que c'est ce que j'essaye de faire, mais tu vois, il y a quand même des limites parce que,
forcément, je sais pas moi, tu vois, je me filme pas tous les jours non plus en train de enfin, à chaque fois parce que je pleure pas non plus tous les jours, mais tu vois, il y a quand même parce que sur Instagram, en fait, les gens montrent que ce qu'ils ont envie de montrer, tu vois, ils montrent le meilleur d'eux-mêmes et en fait, il faut juste garder ça en tête et même moi qui essaye d'être, authentique et transparente, bah, forcément, je sais pas moi, je vais pas montrer, enfin, tu vois, s'il y a un jour où je me sens vraiment pas bien dans ma peau, je vais peut-être pas le partager, tu vois? Et je vais attendre, je sais pas, une semaine, j'en sais rien, mais bon. Tu vois, je suis pas non plus, oui, je suis hyper transparente et authentique, mais comment te dire ça? Enfin, je peux pas dire que c'est super subtil et super difficile à dire, mais en fait, ce que je cherche à exprimer, c'est que sur Instagram, de manière générale, tu vois quand même le meilleur de la Mm. vie des gens, tu vois? Exactement. Et j'essaye juste de faire attention à pas inspirer les gens qu'avec ce qui m'arrive de bien dans ma vie pour, contrebalancer un peu le truc. Mmh. Complètement. Et c'est dur, comme tu dis, c'est subtil parce que d'un côté, le réflexe, on va pas avoir le réflexe de faire une story quand on est au bout de notre vie et je comprends tellement ton positionnement et ce réel dont tu parles. Moi, il m'a fait énormément de bien aussi à un moment, différent et heu et tu vois, j'ai pas du tout l'audience que tu as et je cherche pas forcément à l'avoir parce que je saurais pas comment la gérer. Moi, c'est clair que j'ai beaucoup de respect Ouais, c'est pas pour évident. tout ça. C'est pas évident parce que en fait, c'est presque une prise de parole qui a du poids. Comme tu dis, pour les plus jeunes et les moins jeunes. Il y a des gens qui se permettent de juger sur ce qu'ils voient sans des fois penser que la réalité peut être tout autre, que ce que tu as posté pour Malte, bah, déjà tu es pas à Malte quand tu postes, tout ce que tu es à Malte. Donc les gens sont un peu déconnectés de ça, en fait. Ils ont l'impression qu'un réel, c'est instantané alors que ça demande une tonne de travail comme tu soulignais Bah, il se et trouve que j'ai quand même ouais. posté des trucs à Malte, mais parce que je Ah faisais ouais. travailler de 22h à 2h du matin chaque soir. Ouais, alors on parle pas assez des horaires de de boulot d'ailleurs. Et en fait, ouais, je m'étais retrouvée j'ai eu un gros accident de VTT et en fait, j'arrivais pas du tout à partager, il y a très, très peu de stories de ce moment-là et quand je regarde mes archives, en fait, c'est comme si j'avais rien vécu. Parce qu'en fait, j'arrivais pas à OK. l'exposer et en fait, maintenant, je me dis: «Merde», tu vois? J'aurais aimé parce que du coup, là, les retours qu'on me fait, c'est: «Waouh, Manon, tu fais une thèse, puis tu fais plein de trucs et puis machin et puis truc» et en fait, tu te dis: «Ouais, mais attends, enfin, à chaque fois que j'ai des downs, je fais pas une story. À chaque fois que j'ai des moments de galère, bah, malheureusement, j'ai pas pris des vidéos où j'ai pas, parce que d'un côté, c'est délicat, quoi. Est-ce qu'il faut le mettre en avant ou pas? Et je trouve vraiment que la démarche que tu avais eue par rapport à ce message-là était chouette parce qu'elle remettait vraiment les pendules à l'heure sur ça en disant: «Bah, oui, mais ça reste une vitrine. J'essaye de vivre de l'influence donc en tout cas, j'essaie de démarrer des choses, donc forcément, mon contenu, il est travaillé pour répondre à ça et malgré ça, tu arrives à être authentique et franchement, c'est très inspirant pour ça et moi, j'ai plaisir à te suivre parce que, bah, dans tes stories, il y a toute cette spontanéité autour bah, du van, quoi, tu vois? Alors que je pense pas du tout que je vais acheter un van un jour et le retaper, mais je suis contente de voir que toi, ça tu vois, tu pars d'un process zéro à une Ah fin ouais, putain. et en plus, tu vois, tu disais: «Beh, on se connaît maintenant, on s'est déjà rencontrés» et moi, je suis grave gênée parce que, bah, du coup, je te suis depuis un moment. Donc non, je ne te connais pas. En tout cas, tu ne me connais pas, mais j'ai une petite idée sur la personne que tu es, sur l'authenticité que tu dégages. Alors bien sûr, avec le filtre d'Instagram et ce que tu as partagé et puis bon, bah, on a des amis en commun, donc forcément, ça aide. Mais voilà, en tout cas, c'est un plaisir de te suivre sur les réseaux et j'encourage toutes les personnes à te suivre pour tes aventures et te donner de la force, pour toutes ces raisons. Voilà, Merci, grande c'est trop tirade. gentil. En fait, c'est un podcast promo, Laura Laura Marino. Bah, profite, hein, tu as 2 heures pour toi, C'est clair. on peut faire ça. Et du coup, on n'a pas trop abordé l'image corporelle, mais de l'idée que je me fais de la natation, du plongeon, c'est pas encore de la natation artistique, mais il y a quand même une notion d'élégance, il y a des standards qui Ah bah sont ouais, 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 bien inhérents sûr, quand même, bien sûr. à cette discipline. Et du coup, comment est-ce que s'est construit ton image au corps dans un début de carrière dans la gymnastique? Donc même si effectivement tu disais que tu crapahutais partout, apparemment tu avais l'air de faire d'autres sports aussi. Tu as switché de la gymnastique qui est un sport très esthétique où il y a des standards aussi en termes de beauté, de silhouette et d'exécution de mouvement, parce que l'idée c'est de faire des trucs balèzes et que ça a l'air super simple et beau. Et le plongeon, c'est un peu la même chose avec, des maillots, bah, très échancrés qui mettent en valeur le corps et cetera. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton rapport à l'image, si c'est OK pour toi? Ouais, bien sûr et je trouve tu vois, là, on va aborder un sujet qui est très, à la fois important et à la fois, qui peut être très tricky pour moi et que j'aborde pas trop sur les réseaux d'ailleurs. Ouais. Parce que, je saurais pas trop comment.
Mais ça me dérange, tu vois, je me sens pas. Je trouve que c'est peut-être justement le moment d'en parler parce que j'ai envie d'avoir des sujets parce que ça fait partie de moi et qu'il y a tellement de gens qui galèrent avec leur corps et voire même tout le monde en fait. Et du coup, j'ai envie d'en parler, tu vois, surtout parce que je suis tout le temps en maillot de bain. Les gens commentent tout le temps sur mon corps, que ce soit de manière positive ou négative. Et c'est un sujet qui fait vachement partie de ma vie, de mon quotidien, et depuis que je fais de la gym, quoi. Et parce que gym, c'est juste au corps, plongeon, c'est maillot. Donc aujourd'hui, limite, le maillot, c'est ma seconde peau, tu vois. Et c'est très compliqué de se voir tous les jours en maillot, tu vois. L'hiver, quand tu prends 2-3 kilos, quand tu t'habilles normalement, tu le vois pas trop, quoi. Mais sauf que quand tu es tous les jours en maillot de bain, 2 fois par jour, enfin tous les jours, toute la journée en maillot de bain, bah ton corps, tu le vois et que en plus tu le contorsionnes dans tous les sens. Donc là, je parle de quand j'étais athlète, enfin athlète olympique, on va dire. Et bah c'est compliqué, c'est compliqué. Et quand tu prends 500 grammes, tu as l'impression, ton ressenti, c'est t'as pris 4 kilos, quoi. Et ça, c'est très dur. Et en plus, après, tu te sens lourde. Enfin, tu vois, 500 grammes de plus quand tu optimises à fond ta force, ta vitesse, chaque plongeon. Tu vois, les plongeons que je faisais à la fin, j'avais besoin d'être au top de ma forme pour les faire, quoi. Ils me demandaient 120% de mon énergie, de mes capacités physiques. Donc, si tu rajoutes, je sais pas moi, 500 grammes, bah, ça change beaucoup de choses. Va faire une série d'abdos avec des poids au pied de 500 grammes. Chaque pied 500 grammes, c'est déjà énorme. Rajoute-en un, tu vas sentir la différence, tu vois. Mmh. Et, et ça, c'est très compliqué, je trouve, d'autant plus que tu as l'aspect visuel, autant de tes camarades, de ton entraîneur, de la vidéo parce que tu es beaucoup filmé, des juges parce que, et des gens qui sont autour de toi parce que tu n'as que des corps hyper athlétiques. Et puis chez les femmes, en plus, la puberté, elle arrive, enfin, c'est quand même un bouleversement énorme. Enfin, en fait, c'est un sujet tellement vague et tellement complexe et tellement important. Tu vois, pour moi, en fait, le corps, ça a été, enfin, mon corps, ça a été beaucoup mon outil de travail, en fait. Mon outil de travail, de performance, ma vitrine aussi. Ça a été très. Je dis ça, tu sais, quand je parle de mon cœur, de mon corps, de mon cœur. Oh là là, les lapsus que j'ai fait lors d'une phrase. Grave. Ah, mais ça en dit long, hein. Ouais. Je lui ai beaucoup fait de mal aussi à mon corps. Je m'en suis beaucoup servie. Je l'ai beaucoup utilisé, je l'ai beaucoup éprouvé, je l'ai peu récompensé. Tu vois, quand je m'entraînais à la fin, tu vois, les repas pour faire le lien parce que la nourriture, c'est un peu le carburant du corps. Enfin, je sais que quand c'était très dur, les repas, c'est un peu des moments de récompense. Et du coup, j'avais un peu associé mon repas à ma récompense. Sauf que si tu. Comment dire? Entre deux entraînements très durs, ton seul moment agréable, on va dire, de repos où c'est pas dur, où t'es pas en souffrance, entre guillemets, et ben, c'est quand tu manges et quand tu vas faire une petite sieste, quoi. Sauf que, bon, à la fin, j'étais insomniaque, donc les siestes, j'y arrivais plus. Et c'est là, à ce moment-là, que moi, je me suis intéressée justement à la nutrition parce que je sentais que les repas, c'était les moments qui me faisaient du bien et c'était mes récompenses et que j'avais pas moyen d'avoir autre chose, en fait. Donc je me suis dit, ok, mais comment ces récompenses-là peuvent ne pas être nocives pour toi et plutôt quelque chose qui va t'aider tant sur ta performance et aussi qui va te faire plaisir parce que tu vois, quand j'étais interne à l'INSEP et que j'allais manger au self, si je voulais rester in shape, bah, je mangeais soit pas, soit peu, soit des carottes râpées, quoi. Et à Ouais. partir de là, c'est compliqué. Donc en fait, après, ça a été une de mes motivations de quitter l'INSEP, enfin l'internat, je veux dire, ça a été d'avoir ma propre cuisine. Après, depuis, ça a beaucoup changé. Je sais qu'ils ont fait énormément d'efforts. Enfin, tu vois, maintenant, tu peux manger végétarien, quoi, à l'INSEP. Avant, végé Mmh. quoi? T'avais des lentilles une fois par semaine. Donc Ouais. ça a beaucoup évolué. Mais en tout cas, moi, ça a plutôt été à l'origine d'une démarche, quelque chose, tu vois, qui aurait pu m'entraîner dans les bas-fonds Ouais. des Ouais. TCA, au final, donc troubles du comportement alimentaire, pour ceux qui ne connaissent pas. Ça m'a plutôt nourri une espèce de passion et d'intérêt pour la nutrition et j'ai découvert des trucs géniaux, enfin plein d'aliments trop cool, des associations, j'adorais cuisiner. Donc finalement, ça a nourri un peu une passion. Mais tu vois, je pense que la nourriture, elle a pris quand même l'alimentation et la nutrition ont pris une place très importante dans ma vie au point, je pense que j'ai jamais fait d'anorexie ou de boulimie, tu vois, officiellement diagnostiquée, mais je dirais pas que j'ai toujours eu un rapport sain à la nourriture. Et Mmh. comme beaucoup, beaucoup, beaucoup d'athlètes autour de moi, féminins Exactement. comme masculins d'ailleurs, bah, tu vois, une période qui a duré plusieurs années, je pense.
avec mon ex, qui est toujours gymnaste d'ailleurs en équipe de France. Je suis restée 10 ans avec lui, donc en fait, mes années INSEP et mes années athlètes, finalement, elles sont un peu associées à lui. Donc on a vécu ensemble très vite. On se pesait tous les matins. Ouais. Et je me rends compte c'est-à-dire qu'on se levait, le premier qui se levait, on allait faire pipi et on allait se peser. Et c'était Ah ouais. au point que c'était, tu vois, s'il y en avait un qui était resté au lit, c'était alors combien? Tu vois, Ouais, ça faisait Ah ouais, vraiment c'est. partie de votre quotidien, quoi. ouais, et Mm. aujourd'hui, je me dis, franchement, c'est un peu abusé quand même. Puis, en fait, ce qui est ouf, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, si je prends le poids le plus bas que j'ai pesé pendant ma carrière olympique, hein, et le plus haut, il y a quasi 10 kilos d'écart. Mm. Ah ouais. T'imagines? C'est Ouais. énorme. Ouais. Alors que je fais 1,68 m et que, tu vois, je suis descendue à un moment à 52 kilos et j'ai pu monter à 62, je pense. Tu vois. Ouais. Et je pense que quand je suis descendue à 52, tu vois, il y avait un petit problème. Mm. Et puis, Ah c'est ouais. un moment où, en fait, tu te sens fragile, tu vois, et tu as envie d'être mince, tu as envie d'être fine, sauf que tu as besoin de muscles, en fait. Et ça touche à un autre aspect aussi, c'est que toute ma vie, j'ai été musclée. Parce que quand tu fais de la gym et du plongeon, tu as des corps qui sont musclés de partout. C'est-à-dire que, tu vois, dès mes 12 ans, j'avais des abdos à faire. Tu vois, tu parlais de bodybuilding en off tout à l'heure. J'avais des abdos à faire pâlir tous les concours, quoi. Et en fait, quand tu as 12 ans et que tu as 14 abdos, j'exagère, hein, mais quand tu te mets en maillot On sur la adore. plage, non, mais quand tu Les te mets gens en étaient maillot bleus sur un la peu, quoi. plage, complètement. Et tu vois, les gens, ils me disaient, ah, mais t'as des abdos de ouf. Et du coup, ça me complexait, mais de ouf. Ah ouais. Ouais. Genre, quand j'allais sur donc là, un peu plus grande, quand j'allais sur la plage, ce qui arrivait à peu près une fois et demie tous les 12 ans, avec mon ex, donc qui était gymnaste, on arrivait et les gens, ils nous prenaient pour les bodybuilders de service, quoi. Ouais. C'est pas Alors que évident. nous, bah, tu vois. Et en plus, donc là, on arrive au sujet, je fais un petit lien pour le podcast. En tant qu'homme, quand tu es musclé, ça va, tu vois, c'est plutôt un critère de beauté. Mais en tant que femme, quand tu es hyper musclé, et ben, c'est pas pareil. Et encore aujourd'hui, ça a beaucoup évolué avec le fitness, je trouve. Ouais. Le Mm. Tu vois, CrossFit, fait bien le changer les crossfit mentalités, et je le trouve. Ouais. fitness ont bien fait changer les mentalités. Et d'ailleurs, je trouve que limite, les standards de beauté vont plus vers des corps musclés que des corps, tu vois, bien en chair ou très fins, comme ça pouvait être le cas Mm. à d'autres époques ou à d'autres périodes. Donc, disons que c'est une mode qui va un peu dans mon sens. Mais quand j'étais plus jeune, franchement, tu vois, quand j'étais ado ou quand j'avais 18-20 ans, bah, tu vois, j'avais des biceps même aujourd'hui, tu vois, on me dit souvent, oh, t'as des bras, Laura. J'étais là, bah. Parce que, en fait, aujourd'hui, j'ai pas autant de force qu'avant, mais ça fait partie de ma morpho, en fait. Parce que Ouais. c'est un physique que j'ai eu de mes 12 ans à je vais avoir 30 ans, là, que j'ai depuis 12 ans. Donc, en fait, quand tu fais autant de sport jeune, tu peux influer sur ta morpho de base, en fait. Mm. Et ma morpho de base, qui était plutôt longiligne et fine, bah, heureusement, pas forcément parce que je juge aucun corps, mais ça aurait été peut-être encore plus dur pour moi dans le plongeon si j'avais pas eu ce physique de base. Mm. Mais du coup, avoir une femme musclée qui en plus a de la force, bah, c'est compliqué, tu vois. Et les hommes, ils n'ont pas envie de voir ça, tu vois. Je dis en général, hein, apprenez avec des pincettes. Ils n'ont pas Ouais. envie de voir une femme qui est plus forte qu'eux, en fait. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'on va faire? On va la critiquer. Et la vision des femmes, c'est que, ah non, c'est pas normal d'avoir des muscles comme ça, parce que ça a toujours entretenu un peu l'image que bah, avoir des muscles quand tu es une femme, c'est pas hyper normal et c'est pas joli. Mais d'un autre côté, bah, moi, je savais que j'en avais besoin à l'entraînement au quotidien. Donc, bah, je me disais, c'est comme ça. Ouais. Mon corps, c'est mon outil. Hein. Je me suis beaucoup dit ça pour me détacher un peu de mon corps. Le négatif, c'est que bah, du coup, bah, je m'en suis détachée, quoi. Mm. Et aujourd'hui, tu te sens. Est-ce que tu es OK pour nous dire un petit peu comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que je pense que ton rapport a vachement évolué depuis l'arrêt du haut niveau? Et comment tu appréhendes les commentaires positifs et négatifs que tu reçois? Alors, en vrai, dans le fond, j'ai envie de m'exprimer sur ce sujet, mais je ne l'ai jamais fait sur les réseaux parce que ça tombe dans l'oreille un peu de n'importe qui, quoi, et ça ouvre la porte à une de mes faiblesses, on va dire. Et comme c'est une de mes faiblesses, tu vois, les gens, ils peuvent aussi en profiter pour juste te faire du mal.
Et en fait, mon rapport au corps a beaucoup évolué, beaucoup changé depuis que j'ai arrêté. Premièrement, quand j'ai arrêté, je me suis dit: «Chouette, je vais perdre un peu en masse musculaire et du coup, je vais avoir un peu moins de volume», ce qui a été le cas au début et en fait, après, j'ai eu un espèce de phénomène, donc en vrai, ça peut être hyper intéressant qu'on en parle ensemble justement pour aider des gens qui peuvent être dans la même situation que moi ou même moi personnellement parce que c'est un truc que je vis très, très difficilement. Mais en fait, j'ai tendance à gonfler depuis que j'ai arrêté et dès que je suis fatiguée, dès que je suis stressée, en fait, mon corps réagit et comme j'ai tellement appris à ne pas l'écouter, quand j'ai arrêté, je me suis dit: «Bon, bah, c'est bon, maintenant je vais pouvoir faire un peu plus ce que je veux et tout ça» et en fait, ben, j'ai cette espèce de phénomène qui dès que je suis très fatiguée ou très stressée ou que je suis dans un environnement ou un endroit, qui me correspond pas, où j'ai pas envie d'être, ben je gonfle. Et ça peut me rendre malade parce que, il y a des moments où c'est très, très, très difficile à vivre pour moi parce que, tu vois, je me pèse plus du tout, tu vois, par opposition à avant, justement pour, décrocher de ça, en fait. Mais je pense que si je me pesais, je pourrais être à +10 de mon top de quand j'étais athlète, enfin de mon maximum. Mmh. Donc vraiment sur des yo-yo, mais énormes avec un ventre ultra gonflé alors que je peux parler de tablettes de chocolat, Mmh. abdos, ultra dessinés, et ultra sharp. Un ventre de femme enceinte de 4 mois, tu vois? Et ça, Ouais. pour moi, c'est très difficile à vivre. Surtout que, bah, je continue à m'exposer, sur les réseaux en maillot, et bah, il y a des périodes, j'arrive plus à me filmer, quoi. Et je peux pas Mmh. faire de vidéo et Mmh. l'hiver, ça passe mieux parce que je suis moins en maillot, mais c'est un truc qui est vraiment, tu vois, j'ai l'impression d'avoir un peu perdu mon identité, quoi, en ayant perdu mon corps et aussi parce que, quand je fais du sport, je le sens, tu vois? Je suis plus lourde, je suis plus, et en fait, c'est marrant parce que c'est vraiment des yo-yo, en fait. Tu vois, là, aujourd'hui où je vous parle, je dirais que je suis, à peu près, tu vois, si on prend le pire et le mieux, je suis à peu près au milieu, je pense. Je suis pas dans un état où je me sens hyper bien dans mon corps, mais je sais que ça peut être bien pire. Ça a pu être Mmh. bien pire ces derniers mois, ces dernières années. Donc c'est un sujet que j'aborde pas trop sur Instagram pour la simple et bonne raison, c'est pas pour le cacher, mais c'est juste pour la simple et bonne raison que je suis pas à l'aise en fait avec ce sujet et qu'il y a des sujets qui, tu vois, qui sont difficiles à aborder ou qui font partie de moi, tu vois, comme la dépression par exemple, j'arrive beaucoup mieux à l'aborder que ce côté corps parce que, je pense que j'ai pas encore trouvé toutes les réponses. Ça va beaucoup mieux, hein, ça va beaucoup mieux depuis que les phases que j'ai pu avoir pendant ces 2 dernières années. Mais, et j'ai aussi trouvé beaucoup plus de réponses. Mais, et en plus, ce qui est ouf, c'est que je pourrais faire du sport toute la journée, je pourrais, même ne pas manger, mais en 3 jours, je suis capable de prendre genre 5 kilos, quoi. Mais de gonfler, en fait. Mmh. De gonfler, en fait, ce serait de la rétention d'eau, si tu veux, si je veux dire. Je pense que c'est Barbara qui va être, déjà plus à même de répondre et je pense que je compléterai s'il y a besoin. Hem, je pense déjà qu'il y a un gros phénomène de comparaison à ton corps d'avant et du coup, je pense que ton regard sur ton corps, il est pas tout à fait ce qu'il devrait être. Déjà, il faut savoir que notre image corporelle, elle fluctue tout le temps et tu vois, par exemple, tu disais que tu te pesais pas, mais que c'était des ressentis et même tes ressentis et la manière dont tu vas te percevoir, bah, dans le miroir ou sur les photos et cetera, ça va être impacté aussi par tes humeurs, par ce que tu vis, par, des stimuli extérieurs, tu vois? Genre des remarques, des commentaires. Ben ça peut influencer déjà la manière dont tu te perçois et en fait, quand tu disais: «J'ai l'impression d'avoir perdu mon corps», donc je pense que tu parlais de ton corps d'athlète et en fait, bah, si tu veux ce corps-là, tu sais que c'est pas un corps vraiment qui est réaliste sur le long terme. Parce que, bah, comme tu disais, voilà, tu es descendue quand même assez bas en poids et à cette époque-là, alors je sais pas dans quel état aussi, physique finalement tu étais. Santé mentale, on en a discuté un peu, où tu avais un rapport visiblement un peu troublé à l'alimentation. Mais d'un point de vue physique, physiologique, tu vois? Ben, si ça avait duré plus longtemps, potentiellement, tu aurais eu des conséquences et ce physique-là, était certainement pas réaliste dans la longueur de ta vie. Les femmes, on a un gros problème avec, le fait d'accepter que notre image corporelle et notre corps fluctuent. On n'a pas vraiment de contrôle sur notre poids, si tu veux,
Et il y a vraiment plein de choses qui vont l'influencer. Donc déjà, une grosse partie de la génétique. Mais après, selon toutes les périodes de ta vie, voilà, tu as été athlète de haut niveau, tu as eu quand même des restrictions énergétiques et cognitives parce que tu devais coller à un certain poids, etc. Et puis en termes de puissance, de performance, etc. Et du coup, ce qu'on sait, c'est qu'après, les comportements alimentaires, ils peuvent être quand même modifiés. Et ton corps, lui aussi, il peut évoluer différemment en termes de poids, tu Ouais. vois, selon comment évoluent tes comportements alimentaires. Après, effectivement, dans les périodes... alors, il y a aussi que le cycle influence fortement le poids. Et il peut y avoir des grosses variations, tu vois, à l'intérieur de ton cycle. Ouais. Donc, d'une semaine sur l'autre, tu Ouais. peux prendre Ça, c'est fou, 3 hein. kilos, voilà. Ouais. Et Et puis, comme tu ça Et le disais, dépend. lendemain, quand... Ouais. c'est plutôt de la rétention d'eau, comme tu disais, en fait. La Mm. progestérone, elle a un lien Ouais. assez fort avec ça. Et donc, c'est ce qui peut arriver post-ovulation. Donc, je pense que je compléterai la réponse de Barbara à ce niveau-là, si besoin. Ouais, la progestérone, elle influence des récepteurs et du coup, elle fait que elle gonfle. Enfin, on a tendance à faire de la rétention d'eau, notamment pendant la phase lutéale. Et puis aussi, il y a peut-être le stress, tu vois, parce que tu disais, c'était quand je suis pas dans mon environnement, généralement, c'est quand je suis pas dans mon environnement. Et on sait que le cortisol, enfin, si tu es vraiment Mm. stressé, il y a des femmes qui ont juste tendance à avoir plus de rétention d'eau. Mais tu vois, et c'est complètement normal. En fait, la plupart des gens ont de la fluctuation de poids tout au long de l'année, notamment l'hiver. Tout à l'heure, tu disais oui, l'hiver, quand on est un peu plus remplumé, oui, parfois, on a tendance à peut-être bouger un peu moins l'hiver et manger un peu plus riche l'hiver. Mais la plupart des gens qui ont une relation plutôt apaisée à la nourriture et qui se prennent pas la tête avec la nourriture, qui sont actifs et qui prennent soin aussi de leur assiette, d'être satisfaits et d'avoir une nourriture qui leur plaît sans être forcément dans la frustration, leur poids va fluctuer, tu vois, comme ça, tout au long de l'année, mais il n'y aura pas forcément d'impact sur l'image corporelle. Mais c'est vrai que l'image corporelle, si tu veux, elle se développe vraiment quand on est tout petit. Elle commence à se développer au début de la vie et elle est empreinte des expériences que tu vis, du regard des autres. Tu disais, j'avais mon coach, j'avais mes camarades, j'avais les vidéos. Donc, tu vois, ça fait quand même énormément d'expériences et beaucoup, beaucoup d'exposition en fait à des souvenirs avec ton image corporelle il y avait une forme de jugement sur ton corps, tu vois. Ouais. Et tout Mm. ça, ça joue. Ouais, Mm. de fou. Après, tu vois, j'ai fait un peu des raccourcis et c'est vrai que j'ai toujours eu conscience que mon corps d'athlète, comme je l'avais quand je faisais du haut niveau et que je m'entraînais genre 4, 5, 6 heures par jour, c'était un corps temporaire, si tu veux, et je regrette pas ce corps-là, mais c'est plus une question de ressenti et je pense que c'est beaucoup plus lié, comme tu le disais, au stress et à la fatigue. Enfin, donc la fatigue, c'est un stress finalement pour l'organisme. Et en fait, Mhm. c'est quelque part aujourd'hui, je suis presque reconnaissante d'avoir vécu ça parce que c'est quelque chose qui m'a permis de reconnecter à mon corps. Et je pense qu'en fait, j'avais une phase un peu de rejet, si tu veux, de mon corps où c'était vas-y, de toute façon, il gonfle, vas-y, il me saoule. Enfin, tu vois, je suis plus Mhm. athlète, laisse-moi tranquille. Alors qu'en fait, ça m'a obligée un peu comme je me sentais vraiment, c'était vraiment un mal-être interne. Mais tu vois, dans mon ventre, on dit souvent que les intestins, le système digestif, c'est un peu le deuxième cerveau, ou voire le premier. Et en fait, ça exprimait tout simplement, enfin, mon corps m'exprimait un mal-être et des choses que je devais ajuster dans ma vie, tu vois. Et aujourd'hui, je Mm. gonfle quand je suis pas bien, quand je suis stressée, quand je dors pas assez, quand je travaille trop, quand j'ai trop de Mm. pression. Et donc, en fait, c'est simplement des messages que mon corps Mm. m'envoie que je devrais écouter. Après, il y a aussi deux autres facteurs. Vous parliez d'hormones. Il y a eu aussi Ouais. deux autres facteurs qui ont été difficiles à gérer. C'est premièrement l'arrêt de la pilule, parce que j'ai rien trouvé de plus intelligent à faire que d'arrêter la pilule en même temps que j'ai arrêté le plongeon de haut niveau. Ça a dû être sympa le retour émotionnel. Ouais, et en fait, parce que je me suis dit, j'en avais marre de prendre la pilule. Mais j'avais trop peur de passer au stérilet, par exemple, parce que je voulais passer au stérilet en cuivre.
parce que j'étais beaucoup dans l'eau, j'arrivais beaucoup par les pieds et donc ça arrive souvent que je prenne des impacts sur le bas-ventre ou que j'ai même de l'eau qui rentre et qui aille jusqu'à mon utérus et que du coup, ça pouvait favoriser l'infection ou de bouger l'utérus, pas l'utérus, mais le stérilet dans l'utérus. Donc, c'était des facteurs où j'étais pas à l'aise avec ça et je voulais pas prendre le risque. Donc, je me suis dit, bon, j'arrête, hop, je passe au stérilet. Et en plus, j'ai découvert aussi, en m'intéressant un peu à ces sujets hormonaux, que l'arrêt brutal du sport de haut niveau, bah, hormonalement, C'est un crash. Bah, c'est un ça, je me crash. Et en plus, tu fait un ajoutes la pilule que je prenais ouais. depuis 7 ans. Mmh. Voilà, bah, vas-y, je te donne la parole là-dessus parce que tu voulais répondre enfin, tu voulais rebondir sur la... Bah, Vas-y, en fait, Manon. il y a d'autres choses aussi qui se surajoutent, c'est que, bah, du coup, Barbara l'a pas trop mentionné, mais en fait, il y a le titre d'un réel qu'elle a fait que j'aime beaucoup, c'est, «Voyage en terre de privation» et en fait, le fait d'avoir des privations énergétiques, il y a une espèce de rebond du corps qui fait qu'en fait, il va stocker, vraiment. Ouais, C'est-à-dire que, attends, tu l'as affamé, tu l'as affamé, tu l'as affamé, là, tu lui donnes à manger, il me dit: «Waouh! Attends, mais moi, je sais pas combien de temps ouais. après on va être en privation», donc en fait, il y a ces trucs-là, en fait, aussi qui se font. Ouais, et on Donc parle pas de toi, ce un que repas sur l'autre ou d'un jour sur l'autre, on parle non, d'années, quoi. c'est une inertie. En fait, les hormones, elles ont Mmh. une certaine cinétique, une certaine inertie. C'est pas un bouton on-off. C'est des Ouais. trucs qui régulent. C'est tout le temps en train de chercher l'homéostasie. Et en fait, des fois, ces phénomènes de privation, ils viennent vraiment impacter au long cours. Et le fait d'avoir eu cette carrière athlétique comme tu l'as eu, avec justement peut-être une nutrition qui était pas forcément adaptée à des périodes clés d'entraînement vraiment intenses, ça a pu créer, tu vois, déjà des peut-être que ça s tu le Non, voyais mais pas parce que c'était ton poids de même corps tout ça. athlétique et cetera, mais ça pouvait déjà créer un environnement assez stressant, en fait, au Mais quotidien. bien sûr, parce que de toute façon, de base, je pense que j'avais moins d'apports que ce que j'avais réellement besoin. Parce que, par exemple, OK, j'étais sous pilule, mais j'avais quand même, tu vois, on parlait d'aménorrhée au début, Mmh. j'avais mes règles à chaque fois que j'avais des vacances. Ah oui, C'est un même bon sous signe Ce qui pilule. que était la charge ce qui était que la rare. charge Ouais, d'entraînement OK. En fait, c'est en un très général, bon j'avais des signe règles, que à ouais. la reprise en septembre et parfois, en janvier quand je m'étais arrêtée 5 jours à Noël, tu Ouais, vois? donc Et ça, c'est Ouais. vraiment, tu vois à quel point le corps est une machine passionnante, C'est mais à ouf. quel point aussi tu peux pas l'embrouiller, tu vois? Ah non, il sait très C'est bien ce qu'il fait. ouais Vas-y, et Barbara. oui, pardon, vas-y. Ouais, j'apporte juste une nuance par rapport à la restriction. Manon, Oui, effectivement, oui. mon réel, c'est vrai que j'ai pas pensé vraiment à creuser ce sujet-là, mais en fait, ce qu'on sait, et notamment, par exemple, chez les athlètes qui font des compétitions de bodybuilding, donc dont le taux de masse grasse descend très bas et qui sont en privation énergétique et parfois cognitive, enfin cognitive, oui, forcément pendant longtemps et dans ces périodes-là, le corps va dans ses retranchements. Ce qu'on sait en fait, c'est que les hormones se restabilisent, enfin en tout cas les hormones de régulation de l'énergie et de l'appétit, les hormones thyroïdiennes aussi, elles se stabilisent plutôt quand le poids a été repris. En fait, finalement, ton poids de forme, on va dire. C'est le poids où tu fonctionnes bien, où tu es en bonne santé, où tu n'as pas de privation ni énergétique mais ni cognitive. Parce que avoir envie de manger sans avoir faim, c'est des envies qui sont normales en fait. Et généralement, quand on est en restriction énergétique et cognitive, bah, il y a tout un tas de court-circuits. Enfin, en fait, on court-circuite certains comportements alimentaires qui sont normaux comme avoir envie d'un gâteau au chocolat, par exemple, alors que toi, tu penses que c'est pas le moment, tu vois, dans ta diète. Et en fait, les hormones, elles se restabilisent vraiment à un niveau où le poids a retrouvé un équilibre, enfin le corps, pardon, a retrouvé un équilibre et généralement, ça peut être à un poids un peu plus haut que Mmh. à l'initial. Et les hormones de l'appétit, elles se régulent vraiment aussi quand la masse musculaire et toute la masse maigre, en fait, est rattrapée. Parce que généralement, quand tu as trop de privation énergétique, ben, tu perds quand même de la masse musculaire par rapport à ce que tu aurais dû avoir. Et c'est vraiment l'ensemble qui fait que tes comportements alimentaires et la régulation énergétique, elle se fait mieux. Et c'est certainement en fait que ben, tu avais faim, tu vois, ton corps, il avait faim, tout simplement. Il a eu très faim pendant très longtemps. Et du coup, bah, a Mmh. posteriori, il a fallu que tout ça se régule, quoi. Ouais, après, tu vois, je regrette pas parce que
je pense, ça m'a aidé à des moments et puis j'ai agi comme j'ai agi et c'est juste qu'après je me suis pris un gros rebond et je pense que en fait, j'ai tellement tout cumulé. Donc Ouais. l'arrêt brutal, déjà, tu vois, il n'y a pas eu d'arrêt progressif ou d'arrêt programmé, associé à une dépression, l'arrêt de la pilule, associé à une séparation, donc tu vois, Ça fait un beaucoup. changement de vie. Mmh. Pff, j'ai tout cumulé, Et plus tu parlais un, attends, je te un rajoute un truc changement. aussi. Ouais, Tu parlais de dépression, il y a aussi, il faut savoir que les traitements, en fait, anti, antidépression, les traitements pour gérer ça, antidépresseur. ouais, les antidépresseurs, merci. En fait, ils ont tendance justement à vraiment influencer le métabolisme et du coup, ça Barbara, c'est toi qui m'as expliqué, donc je vais peut-être pas t'expliquer ça à toi. Je te laisse prendre la parole sur les antidépresseurs et leur influence sur le poids et le métabolisme basal, hein, le métabolisme de base. Alors, j'ai pas de données vraiment probantes là à distribuer, tu vois, sur le Mmh. podcast, donc je vais être vigilante à ce que je vais dire. Mais oui, il me semble que dans les effets secondaires, effectivement, des traitements antidépresseurs, enfin anxiolytiques, il y a effectivement un effet secondaire de prise de poids. Mais la dépression en elle-même, il me semble que dans les critères, il y a aussi soit une perte d'appétit, soit une augmentation de l'appétit, Mmh. Ouais, même sans traitement, je crois. Donc ouais. oui, effectivement, la régulation de l'appétit, c'est pas que, enfin, c'est très compliqué, quoi. Mmh. Ouais, et puis après, on sait aussi que la dépression peut être favorisée par un déséquilibre hormonal. Donc, tu sais, des fois, il y a eu des moments, tu vois, je me disais, Pouah, parce Ouais. que Qu'est-ce qui comme j'ai cause des quoi? notions Ouais. scientifiques, que j'ai des notions de mon corps, que, tu vois, j'ai essayé de comprendre, quoi. Et en fait, la meilleure chose, enfin, la chose qui a le mieux marché, en fait, ça a été de commencer à écouter mon corps. Mmh. Et Et bah, sauf bravo qu'après, à bon, toi de Je crois l'avoir bah, qu'on est fait et d'accord. non, mais franchement, c'est la vie. Et tu vois, aujourd'hui, je le dis, je sais très bien ce que là, aujourd'hui, à l'instant T, si je voulais dégonfler un peu plus, en fait, là, je sais que j'ai besoin juste de me reposer, en fait. J'ai besoin de glander. Mais tu vois, parce que ça fait, j'ai envie de dire, ça fait 6 mois que je m'autorise, je pense, un jour de glande par mois, quoi. Sinon, je fais que travailler. Et mmh. c'est un Mhm, choix, on hein, voit je m'en bien. plains pas. Hein, Manon? Écoute, Non, non, mais c'est un choix et je m'en plains pas, mais bah, voilà, mon corps, il me rappelle à l'ordre. Et si je l'écoute pas, bah, il prend plus de place, etc., quoi. Et puis, je pense qu'il y a aussi des liens avec, tu vois, des traumatismes, par exemple, peu importe leur échelle, peu importe leur importance. Si tu les écoutes, enfin, les émotions plutôt que les traumatismes, même si c'est lié, tu vois, les émotions, si tu les évacues pas, si tu les traites pas, si tu leur donnes pas d'attention, bah, elles vont te rattraper à un moment ou un autre. Et finalement, la conclusion, c'est que notre corps est incroyable et qu'on est presque esclave de notre corps et que c'est lui qui a les réponses, quoi, je ouais, trouve. et je vais te dire une phrase que j'ai dit à ma petite sœur et en fait, elle me la ressort tout le temps. Je pensais pas que ça allait autant marquer. Le mec qui a C'est chiant codé quand tu dis ça, des trucs c'est en intelligents fait et que. ouais, grave! Non, non, mais en fait, en ce moment, je regarde, pour la thèse, des trucs de codage et en fait, à chaque fois, quand j'explique le cycle menstruel, je me dis: «Putain, le mec qui a codé ça quand même». Tu imagines, il y a un rétrocontrôle négatif donc si machin atteint, telle hormone atteint un tel seuil, du coup, tu envoies un plus, sinon tu envoies un non. Enfin, tu vois, je me dis: Ah «Mais bah, c'est c'est du codage, dingo» en et je fait, le sais pas système. quel est le mec qui Ouais. s'est penché mais ouais! Et tu te dis: «Mais le mec qui s'est penché là-dessus un jour comme ça dans sa tête, s'est dit: "Hey, la procréation, alors on va faire"» et il s'est balancé une ligne de code, le mec malade, quoi. Donc en fait, à chaque fois, je trouve que c'est fascinant quand on en revient un petit peu au système hormonal, c'est de se dire: «Waouh!» parce que bon, quand ça fonctionne bien, on s'en fout et en fait, on Ouais. valorise pas assez ce truc cette machinerie incroyable qui fait que, bah, si tu dors moins bien, bah, finalement, bah, ton taux de cortisol, il est pas le même au réveil, que si en plus ça se maintient dans le temps, il y a des ajustements qui vont essayer d'être faits pour que tu ailles mieux. Puis en fait, dès qu'il en aura l'opportunité, le corps, il va redéclencher des choses. C'est juste, incroyable et fascinant. Vraiment merci de nous avoir partagé tout ça sur justement ton image corporelle, le rapport au corps, surtout si c'était un sujet, que tu abordais pas trop sur les Bah, réseaux en fait, sociaux, en tout cas, j'ai envie de rajouter que c'est marrant parce que le fait d'être athlète, et que le corps, c'est ton outil, j'ai l'impression que les gens se permettent encore plus de juger. mais ouais, complètement. Et Ouais, Et oui, parce que aujourd'hui, c'est ça, c'est ouais, vas-y. l'espace public. Les gens, ils se permettent tout et n'importe Ouais, quoi. alors C'est après, j'ai appris à m'en blinder un peu et à, justement, comme je vous disais tout à l'heure, il y a eu un moment où j'ai un peu séparé moi et mon corps. Tu vois, mon enveloppe, c'est pas vraiment moi. Donc, c'était mmh pas hyper sain, mais d'un autre côté, c'est ce qui me protégeait. Et après, de me le réapproprier et de me dire, bah, de toute façon, c'est mon corps, quoi.
Mais c'est marrant Mmh. comme aujourd'hui, des fois, des gens, en fait, ils essayent d'être gentils et sympas en me disant, non, mais t'es vachement mieux comme ça qu'avant. Avant, c'était moche. Et en fait, ils se rendent pas compte que c'est pas mieux du tout et que c'est Non. pas gentil spécialement, tu vois. Et que si t'as envie d'être gentil, juste dis rien, en fait. Et... Mmh. C'est Mais ça. exactement, c'est ça, en fait, les remarques sur l'apparence physique, c'est non. Et d'ailleurs, les remarques grossophobes et sur l'apparence physique, etc., c'est puni par la loi, hein. C'est 45 Ouais, 000 c'est euros d'amende. Donc, Yes! et comprends-nous ou pas? autre chose. Donc non, en fait, les remarques, ouais, vraiment sur l'apparence, En fait, c'est non. je, je- je pense que c'est même un mode de pensée à déconstruire parce que, Ouais. Mais bien tu vois, sûr. par exemple, Go mettre, des amendes, à la voix dans ta tête qui dit que tu es gros. ouais, 45 mais 000 moi, en fait, € à chaque fois qu'elle dit un truc, tu es là: ouais, c'est «Ah vrai. non, bam!» Mais même On moi, est tu un vois, débit. quand je revois ma sœur, par exemple, je Ouais. peux pas m'empêcher de me dire, elle a minci, elle a grossi. Et donc, j'essaye vraiment de toutes mes forces de jamais lui dire. Et dès que j'ai cette pensée-là, de me dire, est-ce qu'elle a l'air plutôt heureuse, bien, triste, tu vois? Mmh. Et pas de me dire, parce que après, oui, c'est vrai, l'apparence physique de la personne va te donner des informations, tu vois? Mmh. Et plutôt de Bien te dire, sûr. ah, elle a minci, oh, ah, et d'associer aussi le fait de, ah, elle a minci, elle est vachement plus belle comme ça. Ça. Tu vois, ça, c'est aussi Mmh. des pensées qui sont ancrées en nous. Et il y a une Mmh. fille que j'adore sur les réseaux, et d'ailleurs, j'ai lu enfin, j'ai pas encore fini, mais j'ai lu son livre. C'est Louise Aubry, son OK. compte Instagram, c'est Mmh. My Better Self, qui est beaucoup dans le body positif, mais surtout, elle va bien au-delà de ça, elle va dans la déconstruction Oui, des c'est celle qui a clichés le du podcast sexisme. In Power. Oui, c'est Mmh. ça, exactement. Et je trouve ça trop bien parce que elle, tu vois, à chaque fois qu'elle déconstruit, mais elle va encore plus loin. Elle se dit, ok, mais pourquoi on pense ça? Ok, on pense ça pour ça, mais pourquoi pour ça? Enfin, tu vois? Et en fait, ça t'aide vraiment à déconstruire. Plus que de te dire, je devrais arrêter de dire, ah, elle a minci, et de penser, elle a minci, elle a grossi, mais te dire, ok, pourquoi je pense ça? Comment je le déconstruis, tout ça. Mmh. Je trouve ça hyper Trop intéressant. intéressant. Bah, Bah, de toute on ira façon, se penser après. ouais, on est exposé à des standards de beauté qui mettent au centre la minceur et la minceur, si tu veux, elle est tellement valorisée et dans la santé. Pour nous, minceur égale santé, minceur égale bonheur, minceur enfin, tu vois? Ouais, Et du coup, c'est pour ça, en fait, que c'est important de déconstruire parce que non, quand on perd du poids, c'est pas forcément positif. D'ailleurs, c'est ouais. plutôt, dans beaucoup de cas, c'est plutôt négatif donc faut Ouais. vraiment faire attention à ça, mais comme tu dis, bah, voilà, c'est vrai que quand on revoit quelqu'un potentiellement qu'on n'a pas vu depuis quelque temps, c'est clair que, bah, tu vois, c'est la première chose qu'on voit, c'est l'apparence physique, donc faut pas non plus, trop s'en vouloir pour ça. Mmh. C'est nos yeux, en fait, qui font Ouais. l'ajustement, on va dire, mais après, comme tu le dis, ben, c'est super important de se dire: «OK, bon, bah, là, elle a l'air, plus ou moins, mais elle a l'air plus ou moins quoi, son visage me dit quoi?» Ouais. Ouais, c'est vrai. Et puis de se dire que notre corps nous définit pas aussi, tu vois. Mmh. Ouais, Et aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup complètement. appris. Et ce que je recherche, c'est pas tant une taille, mais plus comment je me sens à l'intérieur. Alors après, il se trouve que c'est quand même assez corrélé parce que par rapport à mon poids de forme, en fait, tu le disais tout à l'heure, et je sais Mmh. à peu près ce que mon poids de forme peut être. Et en fait, c'est plus un bien-être interne. Et en fait, quand j'ai un bien-être interne, bah, j'ai le ventre vachement moins gonflé. Enfin, je suis pas mieux quand j'ai comment dire, c'est le fait de me sentir mieux à l'intérieur qui fait que mon ventre est moins gonflé. Et du coup, après, je suis dans un cercle vertueux où je me sens bien. Mmh. Et donc, et j'essaye de mieux, ouais, apprivoiser mon corps et de plus accepter aussi les fluctuations, comme vous disiez tout à l'heure, même si Mmh. c'est pas évident parce que, bah, tu vois, il y a certaines fluctuations où, bah, t'aimerais bien pas te mettre en maillot certains jours, tu vois. Ouais. Mmh. Et finalement, le fait de pas faire de compète aussi, ça me permet d'avoir cette liberté-là. Mais bon, Mmh. quand tu fais des compètes, franchement, tu C'est pas trop le compliqué. choix, quoi. Ouais, Ouais. Mmh. Je rebondis sur, la compète. ouais, Tu as mentionné tout à l'heure, le plancher pelvien, donc la périnéo. J'aurais aimé savoir si en tant qu'athlète, je connais pas la prévalence, des fuites urinaires, d'effort dans le plongeon. Est-ce que ouais. c'est commun dans l'équipe de France de plongeon d'avoir des fuites urinaires? Et est-ce que on peut en savoir plus sur justement, bah, comment tu as abordé le plancher pelvien, ton stage, de mémoire justement, si tu pourrais, nous partager aux auditeurs, Alors, ce que tu en as retenu? au début, je voulais faire ça comme sujet de mémoire, justement mesurer la Ah ouais? prévalence des IUE, donc des incontinences urinaires d'effort dans le plongeon. OK. Et en fait, bah, j'avais pas le temps parce que j'ai fait ma troisième année, l'année en un an, l'année post-olympique. Oh punaise. Et j'avais pas assez de sujets en France, donc il aurait fallu que je fasse,
à l'international, quoi. Et bon, bref, en termes de moyens, j'ai pas réussi, je ne l'ai pas fait. Mais c'était un sujet qui m'intéressait beaucoup. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les études, elles sont plutôt enfin, elles commencent à être sur la gymnastique, tu vois, les sports vraiment à impact. Mmh. Et en fait, je dirais que pour le plongeon, on sait pas trop, en fait, parce que déjà, oui, il y a beaucoup d'impact, mais en fait, c'est immesurable parce que on est Tu dans atterris l'eau, en dans l'eau. fait. Ouais. Ouais, et on est Mmh. mouillé tout le temps. Parce Ouais, que, ouais. il y a un moyen de mesurer, donc, bah, souvent, c'est des questionnaires et il y a aussi, tu peux mesurer avec des pads, la Mmh. quantité de fuite que tu as. Sauf que, bah, Mmh. mettre un pad dans un maillot mouillé, enfin, tu vois? Un pad, ce serait une énorme serviette, Ouais, hygiénique du coup pardon. qui on la Ça va être pèse vide et ensuite on la repèse. Effectivement, ça a été les gold standards, longtemps, sur les fuites urinaires. C'est vrai que c'est un donc vrai challenge, le plongeon. ouais, donc je pourrais pas répondre à cette question-là. Après, d'après mon expérience personnelle, je crois pas que j'étais sujette à de l'incontinence urinaire, d'effort. Mais par contre, il y avait un processus, tu vois, notamment, je te disais, ça me faisait peur quand j'avais un stérilet, enfin, si j'avais un stérilet, Ouais. c'est que comme on arrive souvent par les pieds, en fait, enfin, moi, j'avais souvent de l'eau qui rentrait dans mon vagin. OK. Et donc, des fois, quand je sortais de l'eau, bah, l'eau, elle Ouais. ressortait tout de suite. Tu vois, donc, la première fois que ça t'arrive, t'es là, genre, Waouh! qu'est-ce qui s'est passé là? Inondation, j'ai perdu les os. Enfin, c'est très, très Ouais. particulier. Et donc après, je sais pas trop, tu vois? J'ai pas trop de recul. Je pense que il y a une partie normale parce que vu la violence avec laquelle on arrive dans l'eau, Ah je carrément. pense que puis enfin voilà. Mais par contre, je pense qu'il serait intéressant comme sujet et ce qui m'a toujours, interrogée, c'est plus, l'impact sur le périnée. Tu vois? Par Mmh. exemple, Mmh. moi, de mon échelle, personnelle, à mon échelle personnelle, encore une fois, d'après mon expérience perso, donc il y a aucune, preuve scientifique, Mais on prend. des T'inquiète. des pistes de réflexion et de l'expérience. J'avais un périnée superficiel très, hypertonique. Ouais. Périnée profond, plutôt à une tendance hypotonique. Ah ouais, gros C'est un challenge. peu surprenant, tu vois? Ouais. Et ce qui fait que surtout qu'à chaque fois que tu rebondis, tu vois, ça fait c'est comme un impact, en fait. Ça fait une grosse Ouais. pression enfin intra-abdos sur le plancher pelvien. Donc peut-être que comme j'étais sensibilisée un peu par mes études à ça, je faisais attention à, tu vois, à utiliser mon transverse. Mais tu peux pas ne pas faire de crunch Bah ou ouais. ne pas utiliser tes abdos, superficiels, dans le Oui, crunch. évidemment. Mmh. Mmh. Non et puis on fait des exercices d'abdos tellement durs que c'est pas possible. Bah Enfin, oui. donc la seule chose que tu peux faire, c'est travailler ton transverse en plus ou en dehors, mais Ouais. Ouais, et puis puis très c'était compliqué des dans le transférable parce que là, tu vois, je me dis: «Comment je rééduquerais?» Là, pendant que tu me parles, je me dis: «Bon, allez, j'ai une plongeuse là, qu'est-ce que je lui fais faire comme exercice pour transférer?» Et en fait, tu vois, j'arrive même pas à imaginer la densité de la planche. C'est quand même hyper dense une planche. Elle se plie, mais parce que tu sautes super fort. On est d'accord? moi ce que je faisais, c'était, ouais et puis surtout tu es solide, mais tes organes, tu les contrôles pas quoi, même si tu es Bah solide. ouais. Donc Moi ce que je faisais et que je trouvais assez efficace, mais bon, tu dois accepter, je pense, d'avoir une certaine forme de descente globale, tu vois? Que ce soit tant de tes mmh. viscères que au moment où tu sais, tu es en bas de la planche. Ouais, ouais. Mais ce que je faisais beaucoup, c'était, dans les équilibres. Donc quand tu es sur les mains, Mmh. de faire un peu d'hypopressif, de rentrer le Mmh. ventre au maximum et en fait d'associer le transverse au périnée et d'essayer au maximum de conscientiser ton périnée quand, tu fais des rebonds Mmh. simples sur la planche. Parce que autant te dire que quand je vais faire un double émir arrière, je vais pas penser à mon périnée sur la planche, tu vois? Je vais penser à ce que Pas je vais du tout. bah, non, mais du coup d'y penser quand je fais des trucs basiques, tu vois? Que je fais mes premiers sauts droits, et ça je Mmh. pense que ça aide. Donc les équilibres, dans toutes les séries d'abdos que tu fais, essayer de tenir le plus longtemps que tu peux et ce que je faisais aussi, c'était que je faisais des étirements, manuels, sur, Ouais. mon périnée superficiel du coup qui était hypertonique. Mmh mh. Ouais, Parce que ça me crée des douleurs, en fait, aussi. alors du coup, Mmh. comment on pourrait vulgariser ça? Ouais, ce serait que, comment expliquer ça? Au niveau du périnée superficiel, ce serait, en fait, ça pourrait se manifester par des douleurs lors de l'insertion d'un objet, un pénis, un doigt, peu importe. Parfois, c'est des réactions, lors du premier testing en pelvipérinéo. Je sais pas si tu Ouais, pu et ça peut expérimenter ça? aussi être, moi, je sais que j'avais souvent mal en bas du dos, en fait. Tu Ouais. vois, à la charnière, je dis en bas du dos parce que pour la vulgarisation, hein. Ouais. Ouais. Parce qu'en termes en tant que kiné, c'est très mal vu de dire en bas du dos. Mais, tu vois, à enfin, entre enfin, l'étage lombo-sacré, on va dire, donc entre les Ouais. dernières vertèbres lombaires et le bassin, donc entre le sacrum et les dernières vertèbres Ouais. lombaires, là où on a souvent des hernies et donc moi, j'avais souvent des douleurs un peu diffuses là
et je m'étais rendu compte que c'était, enfin pas toute seule, hein, mais avec ma kiné, que c'était, ça pouvait avoir une incidence, Mmh. liée à mon hypertonie de périnée superficielle Ouais. et donc C ça peut ouais, s'étirer en externe d'ailleurs, mmh mh. mais après des fois, juste en petit massage, comme en fait, les femmes font, en préparation à Ouais, l'accouchement. massage, pour étirer enfin, justement pour aider à l'extraction du bébé, enfin, en tout cas que les «assouplir» entre guillemets les tissus avant la fin d'accouchement, c'est effectivement un massage qu'on recommande. En fait, Exactement. la capac ce qu'on attend d'un plancher pelvien, des muscles du plancher pelvien, donc pour vulgariser vraiment, on va repartir un peu à la base. On imagine que le corps, c'est un caisson avec les abdos devant, derrière, les muscles du dos, en dessous de la boîte, le plancher pelvien et au-dessus le diaphragme. Ce qu'on attend des muscles du plancher pelvien, c'est qu'ils soient capables de se contracter dans toute leur amplitude. Déjà de se contracter, parce qu'il y a pas mal de femmes pour qui c'est pas possible. Ouais, Donc déjà de se pas cette contracter. commande. Ouais, c'est ça, d'avoir une commande volontaire. Donc, au même titre que vous voudriez contracter votre biceps, normalement, vous devriez pouvoir, contracter votre périnée sur commande. Ce qu'on va attendre aussi de lui, c'est qu'il soit capable d'avoir une contraction dans toute son amplitude. Donc, par exemple, le diaphragme, quand on inspire, on va avoir les côtes qui vont justement, s'expandre. Le diaphragme, il va descendre entre les côtes et le plancher pelvien, en fait, il va agir comme un ascenseur. Donc il va vraiment être en parallèle avec votre diaphragme et parfois, en fait, chez les sportifs, ce qu'on remarque, c'est que le plancher du bas, on va dire le plancher pelvien, bah, en fait, lui, il est coincé au troisième étage. Donc en fait, tout va tout va bouger autour. Ouais, En fait, l'hypertonie des muscles fait qu'en fait, il y a pas cette, possibilité d'avoir une contraction dans toute son amplitude. Ce qui fait que des fois, tu peux avoir des pressions qui sont différentes avec une urètre, enfin l'urètre du coup qui est impactée parce qu'en fait, bah, au bout d'un moment, c'est comme tu dis, hein, tu as une planche, tu as les viscères qui vont tomber, bah, au bout d'un moment, ouais, c'est faut qu'il se exactement passe ça. quelque chose. Donc Mmh. en fait, ce qu'on attend normalement des planchers pelviens, c'est déjà d'être contractile, d'être détendu et ça, chez les sportifs, c'est un vrai challenge et il y a eu un Ouais, espèce de message qui est passé au niveau des Kegel, des exercices de Kegel. Donc les exercices de Kegel, c'est vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est, bah, tu serres ton périnée, autant de fois que tu peux, tout le temps, dès que tu y penses, machin. Sauf qu'en fait, il y a des femmes, elles sont en mode Kegel. Voilà, c'est leur seul mode unique. Sauf qu'en fait, ben, si tu serres ta main toute la journée, ben, à la fin, tu as mal. Voilà et et c'est tu y pas fait arrives pour plus. et en fait, du coup, ben, votre périnée, il doit être capable de se contracter, mais aussi de se relâcher et le relâchement, on ne l'apprend jamais aux sportives. Et ça s'applique à toutes les sphères de la vie d'ailleurs. Ah complètement, complètement On et doit être sportive capable et de non contracter, sportive. mais aussi de se reposer. Exactement! Eh, quelle belle métaphore avec ce qu'on vient de dire plus Bah, ouais, tôt, vous trouvez pas? ouais, que Et du j'apprends et coup, que je n'arrive pas à faire en ce moment. mais on est tous en chemin là-dessus et je pense qu'on a tous les droits, on deal un peu toutes les 3 avec ça, donc ça nous rejoint. Et ouais, du coup, chez les sportifs, c'est vrai que c'est un vrai challenge et comme tu dis, quand il y a des contraintes, bah, oui, je dois faire un triple arrière, je suis pas sûre que ce qu'on demande, d'avoir une action consciente du périnée, une contraction consciente, c'est pas du tout ce qu'on demande maintenant dans la littérature. On demande pas de courir en contractant son périnée. Donc en fait, il y Ouais, a des choses à faire autrement avec justement de l'activation du transverse qui est plus transférable et surtout être sûr que le périnée, il est capable de à la fois, monter, à la fois descendre, à la fois de se contracter, à la fois de se relâcher et après, bah, ça répond au renforcement musculaire, global, quoi, donc tu vois, ça pose la ouais, vraie question aussi enfin, ça c'est je vais avoir un regard un peu critique sur la périnée telle qu'elle est faite aujourd'hui, mais ça se passe pas sur une table, quoi. À un moment donné, faut ouais. commencer à sortir des box et proposer de la périnéo, en conditions réelles, en Après, fait. on va rentrer dans le sujet de l'exercice de la kiné aujourd'hui en France et Oui, ça va être un on autre a des débat. choses à dire. Ouais, on pourra refaire un podcast là-dessus, mais bref. En tout cas, merci de ton expérience là-dessus et Avec je plaisir. sais est-ce que Ouais, Barbara, c'était tu as des très questions? intéressant. Vu qu'on est parti dans notre, dans notre truc de kiné, est-ce que c'est accessible ou il faut qu'on redéfinisse des termes? Moi, c'était bien, j'ai bien écouté, sagement. Ouais, C'était très intéressant. Mais ouais, ouais, je pense que ça va parler à pas mal de sportives, effectivement. ouais. Bah, en tout cas, on peut dire Mmh. aux auditeurs et aux auditrices que s'ils ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à les poser à Grave, l'une de nous 3 ou en tout cas sur les réseaux, sous l'épisode qui correspond ou pas d'ailleurs et grave on va toujours apporter plus de précisions, et je Vous pense avez que tu seras un compte d'accord. Instagram, non, sur Ouais, on a un le compte podcast? Instagram, Ouais. donc hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions là-dessus et je pense que tu seras d'accord avec moi, Laura, de dire, de toute façon, c'est pas normal d'avoir des fuites urinaires. Même, la question, «Oui, ça m'arrive de temps en temps», en fait, c'est pas acceptable. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose et on va pas attendre que vous ayez, un prolapsus, donc une descente d'organes et là, c'est une autre Ouais. chanson déjà, pour vous faire traiter. Il y a déjà des solutions qui existent, juste de conscientiser la contraction, d'essayer de savoir si effectivement, bah, votre plancher pelvien, il est au 4e étage ou il est capable d'y aller et d'y redescendre parce que c'est pas Et ce que dit d'ailleurs, votre tout dos. à l'heure,
on parlait de l'essor du crossfit et du fitness. Oh Et c'est là! vrai que justement, voilà, ce sont des sports Ouais. qui sont de plus en plus à la mode, que de plus en plus de femmes pratiquent. Et c'est chouette, très chouette. Ouais, ouais. Mais c'est des sports qui peuvent avoir tendance, justement, comme on renforce beaucoup tous les muscles qui sont autour, mais avec pas forcément une éducation, une sensibilité sur le périnée, bah, qui vont pouvoir créer, je parle notamment des. Donc, si vous avez hyper envie de faire pipi tout le temps pendant les Mmh. entraînements ou après ou machin, ou vous sentez que vous avez des fuites, on peut faire des choses et n'hésitez pas Ouais. à vous rapprocher de votre kiné et de votre médecin pour, enfin de votre médecin. Exactement. Et tout à l'heure, Alors, c'est vrai qu'on a défini ça tout de suite, mais en fait, il y a 2 types de fuites. Il y a les fuites, urinaires d'effort, donc c'est celles, dont Laura a mentionné au début. Donc c'est celles qui vont plutôt arriver à la toux, à l'éternuement, lorsqu'on se tape un gros fou rire, via une On augmentation de rebondit ou qu'on pression. saute. Ouais, ou les femmes enceintes aussi parfois. C'est souvent dû à, on va dire, on a plutôt une explication mécanique par rapport à ça, avec une augmentation de pression dans la cavité, abdominale et un plancher pelvien qui n'arrive pas trop à gérer cette pression et du coup forcément, bah, si la vessie est pleine, il faut que chose se fasse et donc il peut y avoir des fuites et donc ça, c'est la première partie. La deuxième classification, ça va être les incontinences urinaires, par urgenterie, si je n tu me confirmes, hein? Il me semble que c'est comme ça, je les ai plus en français. Ou par contre, ça va être une hyper-excitabilité Je crois vésicale qu'en qui est français, souvent on la dit cause. urgenturie. Urgenterie, ouais, bon, ça me va. Urgenturie en français et J'av qu'en anglais, c'est urgentury, je crois. Ouais, merci. Je me doutais qu'il y avait un truc Pas et sûre, là, pour mais le coup, c'est plutôt une hyperexcitabilité vésicale et c'est des mécanismes qui sont un peu différents. C'est-à-dire que biomécaniquement parlant et structurellement parlant, le plancher pelvien, il peut être en très bonne santé, mais c'est la vessie, en fait, au niveau neuro, où il va y avoir des choses où comme un peu l'appétit peut être décalé dans le l'aménorrhée, dans codage. l'anorexie, le codage, voilà, un problème, il y a un bug de codage et la vessie, en fait, Jessie la vessie, comme dirait, Mmh. Sabrina Fajot, dans son bouquin In Périnée We Trust, qui est un très bon bouquin pour vulgariser le périnée. En fait, en fait, elle a des messages complètement erronés quand elle se gonfle. Bah, soit elle envoie des messages alors que la vessie est vide, soit en fait, c'est des personnes qui se sont retenues. Donc, par exemple, les infirmières en poste, elles Mmh. vont rarement faire pipi. Ouais. Elles peuvent avoir des hypervessies et en fait, le message initial de l'alerte va faire pipi, bah, il est complètement ignoré, quoi. Donc en fait, les messages sont complètement désordonnés et du coup, voilà, c'est toute quelque chose un peu plus cognitif, je dirais, que les incontinences, urinaires d'effort et pour les plus chanceux, il peut y avoir les 2, voilà. Et dans les incontinences urinaires, par urgenterie, il y a aussi le syndrome de la clé. Par exemple, ça va être des envies hyper fortes quand vous mettez la clé, dans la porte pour rentrer chez vous. Ah. Ça peut être aussi, des stimulants par rapport à l'eau. Quelqu'un qui a l'eau froide ou qui se lave les mains, ça va stimuler la vessie. Ça peut être aussi, bah, dans l'eau, typiquement. Donc par exemple, des personnes qui vont nager et elles Mmh. se trouvent un peu, «Waouh, enfin, faut que j'aille aux toilettes, faut que j'aille aux toilettes» et en plus, il y a pas spécialement des fois des choses à évacuer. Et donc la dernière catégorie, ça va être quand vous cumulez les 2 problèmes. Et donc, que ce soit l'un, l'autre ou les 2, on peut faire des choses en rééducation. Donc ne restez pas comme ça, consultez des thérapeutes formés. Il y a un annuaire sur, l'AFREP, donc c'est l'Association française des rééducations, le E, je l'ai pas, en plancher pelvien. Et là, vous avez des thérapeutes formés en pelvipérinéologie, donc pour toute femme qui aurait des fuites, faut pas rester comme ça. Voilà. Bah, en tout cas, je trouve ça super chouette les filles que vous ayez, fait un podcast, comme ça où on traite de tous ces sujets-là parce que je trouve que dès qu'on arrive sur des sujets spécifiques à la femme, c'est en train de bouger, mais on en parle très peu et même nous, en tant que femmes, on en parle très peu autour de Ouais. nous et c'est pour ça que, bah, tu vois, si aujourd'hui je me livre sur des sujets que j'ai pas forcément abordés sur Instagram parce que c'est peut-être moins facile et que là, je sais que c'est un climat peut-être un peu plus bienveillant et que les gens qui viennent écouter ce podcast, ils sont déjà plus dans une démarche, un peu, bah, autour de la femme, tout ça. Donc ça me fait plaisir de partager ça parce que je sais, que, c'est en parlant et c'est en parlant un maximum avec le plus de femmes et que le plus de femmes aient ces infos-là que, bah, ça pourra un peu changer et qu'on pourra, venir à bout de certains tabous parce que tu vois, l'incontinence urinaire, tu vois, je suis sûre Ah qu'il y ouais. a au moins une personne qui va écouter ce podcast-là et va dire: «Ah les fuites, bah!» Ouais, c'est ça. Et alors que tu vois, c'est bah non, justement et moi, c'est ce qui me plaît dans cette spécialité-là de périnéo en kiné, c'est que tu peux vraiment changer la vie d'une femme Ah ouais, c'est clair, et c'est ouf. que, quand je me suis intéressée enfin, c'est moins le cas aujourd'hui, mais on a des grands-mères qui ont Qu'on vécu vécu toute leur toute vie avec leur ça. vie Ouais, c'est en clair. ayant Mmh. des incontinences Ouais. urinaires sans savoir que, bah, non, c'était pas normal et que ça pouvait se soigner, quoi, tu vois? Mmh mh. Complètement. Et moi, je trouve ça ouf et je me dis: «Bah, j'ai pas envie de ça pour
mes filles ou mes nièces ou tu vois les prochaines filles qui vont arriver sur Terre, quoi. Même celles qui sont Complètement. déjà là. Grave. Non, mais c'est trop bien. Et tu parlais tout à l'heure aussi de quand tu disais: «Bah, je rentre dans l'eau, je sors et il y a de l'eau qui sort». Ça, je savais pas trop quoi dire. J'avais des patientes qui m'avaient plutôt dit ça et au début de mon exercice, j'étais là: «OK, je sais pas trop si on peut résoudre ça» et en fait, du coup, c'était des personnes qui avaient des béances. Donc là, je vais parler de mon expérience de praticienne, kinésithérapeute, qui avaient des béances vaginales. Donc une béance vaginale, ça va être quand vos lèvres vont pas forcément se fermer justement parce qu'il y a une hypotonie des tissus. Alors du coup, on parle pas forcément d'hypotonie musculaire, ça peut aussi être lié au tissu conjonctif et malheureusement après un accouchement, quand il y a des atteintes des tissus qui sont non contractiles comme des fascias, bah, c'est un peu plus difficile à récupérer, mais c'est pas impossible parce qu'en fait, le périnée a la particularité de cumuler des fibres contractiles et aussi des fibres Super non pouvoir. contractiles. Mais il est trop fort ce périnée! Parce qu'on Et on du parle des problèmes, mais finalement le Il y a périnée, plein c'est de quand même solutions. un truc Ah incroyable. ouais, c'est incroyable et en fait, du coup, ben, si en redonnant, en fait, la capacité contractile musculaire, un tonus de base, ça s'appelle. Donc par exemple, quand vous commencez à faire du sport, vous voyez que vos biceps, hey, hey, on commence à les toucher et ça quand vous tapez, ça commence à vous sentez une densité. Bah, en fait, il faut garder cette image-là au niveau du périnée. C'est que du coup, quand on va commencer à faire du renforcement et ben, votre périnée, il va se densifier un petit peu, il va peut-être pouvoir, bah, quand un muscle est musclé, il se rapproche un petit peu, il se raccourcit et du coup, ben, moi, j'ai eu des patientes qui ont plus du tout ce problème-là en sortant de la piscine parce qu'en fait, en travaillant leur muscle du plancher pelvien et ben, finalement, cette béance, ben, elle était plus problématique et elle pouvait, tout à fait faire de la natation et sortir de l'eau et pas, perdre les os à chaque fois qu'elle sortait de la piscine donc voilà, petit Ah bah, retour d'expérience sur ça bien. aussi, en fait, on peut avoir alors elles étaient pas plongeuses de haut niveau, elles faisaient pas des triples carpés à arriver, Oui, pointe j'allais de dire, pied comme Laura, je pense que mais pour le coup, moi dans le plongeon, il y a quand même une grosse ah dimension, ouais, ouais, c'est mécanique clair. d'impact en fait et de Ouais, violence du choc, tu vois? Et je sais pas que quelle solution on peut avoir là-dessus donc malheureusement, je pense que parce qu'en plus, je te dis, tu vois, j'avais une plutôt hypertonie, donc ouais. mais c'est chouette que, tu vois, si tu identifies ce souci-là, autrement, enfin, sur d'autres types Mmh. enfin, les mêmes symptômes, mais dans un contexte différent, En tout cas, que pas avec les exigences que tu as pu connaître dans le plongeon de haut niveau, ouais. quoi. Ça, c'est clair que c'est une autre chanson. Mmh. Mais bon, je pense que de toute façon, pour les sportifs de haut niveau comme pour toute femme, une petite éducation globale, sur, le périnée et les abdos profonds, ça fait jamais de mal et ce Jamais, serait ouais, voilà, c'est ça. c'est clair et on va Barbara, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur sur ce sujet? Non, c'était Ouais. passionnant. Je compte j'adore. C'est alors le syndrome de la clé, enfin, tu as appelé ça le truc de la clé, Manon, tu sais, quand on Ouais, met la clé dans la porte. Moi, j'avais lu que c'était le syndrome du paillasson, un truc comme ça aussi, et ouais. moi, c'est systématique. Ah Quand je ouais. vois la Ah ouais? porte de chez moi, c'est un truc de dingue. Ah Ouais, ouais, Ah, bah, c'est tu vois, marrant. Mmh. ça peut donner ouais. des indices et du coup, ça permet de classifier, ça, c'est rigolo, il y a une sage-femme, qui fait de la vulgarisation et qui voulait vraiment savoir: «Mais en kiné, vous faites quoi exactement? Et est-ce que tu peux clarifier, en fait, j'ai pas compris, dans la famille des fuites, qu'est-ce qu'il y a?» Donc j'avais fait cette explication il y a pas longtemps et je trouve ça cool, en fait, on a des corps de métier qui sont parfois similaires. En tout cas, les sages-femmes participent aussi à la rééducation du Mmh. plancher pelvien et du coup, c'est cool d'essayer de comprendre le champ de l'autre, parce que nous, bah, post-accouchement, on a plein de travail à faire aussi et d'un côté, je suis Mmh. bien pour le moment, je suis loin d'être experte sur, toutes les modes de délivrance et qu'est-ce qui se passe concrètement au niveau du plancher pelvien donc voilà, je pense qu'on peut tous apprendre, les uns des autres et si vous écoutez ce podcast et que vous vous reconnaissez, sachez vraiment que c'est pas une fatalité du tout. Et qu'il C'est y a naturel beaucoup de de le faire. femmes à qui ça arrive justement Ouais, et clairement. Mmh. Ouais, mmh, clairement. Beaucoup plus qu'on ne le pense. Il mmh, faut juste en parler. Parfois, votre mère, elle en a eu, elle en a jamais parlé ou alors elle l'a fait, vous êtes pas au courant. Mais en fait, ben, si vous êtes là, c'est que vous êtes né et et du coup, ben, et que vous potentiellement, il y êtes a pu passé par avoir là. et que potentiellement et parce que même en fait finalement, post-césarienne, il peut y avoir aussi Oui, des c'est vrai, désordres en fait qui peuvent se faire au niveau, bah, du mur abdominal pour le coup et donc cette histoire de pression, tout à de fait. qualifier la boîte dont je vous parlais, ça peut avoir une incidence donc en fait, bah, vraiment, c'est loin d'être un sujet, isolé. Donc si ça vous concerne, pas de souci, vraiment, faites pas un cas avec ça. Parlez à un kiné, parlez-en à un médecin, ils sont au courant et ils peuvent vous prescrire de la kiné. Je pense qu'on peut clôturer avec notre dernière question, c'est notre question fétiche dans Femmes et Sport. Est-ce que tu te souviens de tes premières menstruations et comment tu les as vécues? Trop drôle. C'était au bac de français. Oh non! Oh le double stress! Non mais attends, j'ai la totale. Bac de français et entraînement de plongeon derrière dans la foulée. Oh la vache! Ouais Ah et trop relou. alors, mes copines qui me disent la classique, «Non mais t'inquiète, dans l'eau ça s'arrête». J'attends toujours
validation de cette théorie parce que personnellement, après 20 ans dans l'eau, ça ne m'est jamais arrivé. D'accord. Donc, ouais, j'ai eu mes premières règles le matin de mon bac de français ou en revenant de mon bac de français. Donc, un peu petite panique. Bon, comme je les ai eu très tard, j'avais 16 ans. Je savais un peu ce que c'était. J'avais déjà eu des copines qui en avaient autour de moi. Mais comme je les avais pas, ça m'intéressait pas spécialement ou j'avais pas forcément posé de questions. Mais et puis dans les placards de la salle de bain, j'avais déjà vu des tampons ou des serviettes qui appartenaient à ma mère, quoi. Mmh. Donc j'ai pas réfléchi. Je suis rentrée après le bac de français, j'ai pris une serviette et j'ai mis dans ma culotte, quoi. Et j'arrive à l'entraînement de plongeon et je me dis ah ouais, mais Oh là on va dans l'eau là. Ah ouais. Et puis en plus, tu sais, quand tu t'entraînes tous les jours, que tu fais des compètes et tout, tu vois, j'aurais été en loisir, j'aurais pu dire bah j'ai mes règles, je vais pas dans l'eau. Et ça m'a même pas traversé l'esprit. Et donc je me souviens, j'avais demandé à une copine, genre tu fais comment? Elle me dit bah tu mets un tampon. Donc elle m'avait passé, enfin prêté, elle m'avait passé un tampon. Et je lui dis mais je fais comment? Et puis tu sais, t'as pas envie que ta copine elle te mette ton tampon, tu vois. Et donc elle me dit bah voilà, tu déplies, tu mets comme ça et tout. Et je me souviens, c'était vraiment, ça marque, hein, mais c'était un tampon sans applicateur. Et, Ah ouais. et j'étais là, mais comment je fais? Et j'avais l'impression que ça rentrait pas et tout. Bon, finalement, j'ai réussi à m'en sortir. Et j'étais là, je gigotais et tout. Et puis après, bah, le soir, j'en parle à ma mère. Elle me dit, bah attends, moi j'en ai avec applicateur, tu vas voir, c'est plus facile. Machin, machin. Donc, voilà mes premières règles. Et depuis, j'ai découvert la cup d'ailleurs, et OK. je vous recommande. OK. Et bah, tu vois, j'allais te poser la question de comment tu as géré, en fait, après tes menstruations Mmh. lors de ta carrière. Après, tu y as un peu répondu, c'est qu'elles étaient souvent pas là? Ouais, alors après, je me suis mise au stérilet, donc j'avais des règles un peu, enfin, ça a une réputation, le stérilet en cuir, d'augmenter ton débit et la durée de tes règles. Donc je pense que de base, j'ai pas des grosses règles, mais du coup là, j'avais quand même 4-5 jours de règles avec 1 ou 2 jours abondants. Mmh. Et je suis passée à la cup aussi en même temps que j'ai arrêté le plongeon et que du coup j'ai eu un retour de règles, on va dire, parce que ça s'alignait avec Tes mes valeurs? volontés et mes valeurs de vivre sainement, d'avoir une santé, enfin de faire Mmh. attention à ma santé et d'aussi avoir un impact sur la planète le plus minimal possible. Et pour moi, la cup, ça réunit tout ça parce que bah, en termes de santé, alors il y a le risque, je sais plus quoi, d'infection, le choc, Le je sais plus choc, comment ça s'appelle. ouais, le choc, Toxique. Choc ouais. toxique, merci. Le risque du choc toxique est pas forcément réduit, mais bon, c'est comme si tu gardes un tampon pendant Mmh. 24 heures, Pareil. quoi. Donc, Mmh. Mmh. il faut juste, OK. il y a quelques règles d'hygiène à respecter, mais de la même manière que quand tu mets un tampon, Mmh tu vois, mh. de garder une hygiène correcte, de stériliser ta cup et tout ça. Mais je m'y retrouve vachement parce que bah, c'est zéro déchet. Je mets pas dans mon corps des choses qui ont été blanchies avec des produits chimiques ou un coton qui a été cultivé potentiellement avec Mmh je- mh. je- comment on dit, des produits chimiques aussi, des Pesticides. pesticides, pesticides. Des pesticides, donc voilà, ça me revient, enfin, ça me correspond bien. Après, c'est vrai que quand je plonge, aujourd'hui, je suis plus sous stérilet et du coup, je ressens beaucoup plus mes cycles. Et j'ai ressenti le besoin, en fait, de plus avoir aucune contraception, justement, dans cette démarche de retrouver mon corps et de lui redonner un peu la place qu'il méritait et de lui redonner la Mmh mh. parole, en fait. Et ça peut être pas grand-chose, un stérilet en cuivre, mais je sais pas, il y a eu un moment, je me suis réveillée, je me suis dit, mais j'ai besoin, comme s'il y avait eu un moment où je me suis dit: «J'ai besoin d'enlever toutes les entraves dans ma vie», tu vois? Et que quelque part le stérilet, bah, c'était une forme d'entrave. Mmh. Et j'avais pas forcément de compagnon dans ma vie à ce moment-là, donc j'en ressentais, enfin, j'avais pas un besoin important Mmh. de contraception. Et finalement, je suis bien contente parce que mon besoin primaire, c'était de plus rien avoir, en fait, dans mon corps. Et depuis, bah, justement, je ressens beaucoup plus mes cycles avec des fois des douleurs hyper intenses, des fois au moment de l'ovulation, ma forme physique aussi qui fluctue, tu vois? On a parlé de rétention d'eau, Mmh mh. donc j'apprivoise. J'ai un cycle très irrégulier, donc je sais pas si c'est que ça se met encore en place ou si c'est juste mon cycle qui est comme ça, parce que je sais que c'est possible aussi. Et Mmh mh. je sais que ma mère a eu un cycle très irrégulier. Non, je te vois, Bah, je voulais rebondir Barbara, sur aussi, non, bah, non, bah, tu bah, tu veux y aller, Barbara? Je voulais rebondir aussi sur l'âge, de la survenue, Ouais. de tes Ouais, ouais, premières règles. Bah, je je te laisse, vas-y. elle a pas tout validé ce que j'ai dit, Barbara, j'ai vu sa tête. Ah alors moi j'invalide rien de ce que tu dis, Non, mais c'est gentil. Et merci de nous en partager ça vraiment, Laura, ouais, vraiment, dans c'est hyper l'intime. précieux parce que ça donne beaucoup d'indications, bah, à toutes celles qui nous écoutent. Ton âge effectivement de survenue, de tes premières règles, il est hyper tardif et à partir de 15 ans,
en fait, si tes règles surviennent après 15 ans, à 15 ans ou après 15 ans, il me semble. Bon, bref, après 15 ans, on parle d'aménorrhée primaire déjà. Mmh. Ça veut dire que normalement, les règles sont quand même censées arriver avant les 15 ans. Mais je pense qu'effectivement, toi, avec ton niveau sportif, eh ben, Ouais, ça je a faisais déjà du décalé. sport intensif, Mmh. depuis Ouais. mes 11 ans, on va dire. Ouais, Mmh. donc c'est certainement, ce qui a, retardé l'apparition de tes premières règles et la mise en place de tes cycles. Alors, c'est vrai que quand les premières règles apparaissent, ensuite pendant quelques années, voilà, le cycle est un peu irrégulier, mais ensuite, c'est censé se régulariser et il y a un trouble du cycle dont on ne parle pas trop encore, mais qui existe bien et on en fera, certainement, déjà un épisode des troubles du cycle, c'est sûr, et je vais en parler là plus précisément sur les réseaux. C'est l'oligoménorrhée et l'oligoménorrhée, c'est le fait d'avoir moins de 9 cycles par an et le fait de manière plus simple, des cycles qui excèdent de manière persistante 35 jours. Mmh. Voilà, entre 35 et 90 jours, en fait. OK. Et on sait que ce type de cycle menstruel, c'est associé à, généralement une faible disponibilité énergétique chez les femmes, chez les sportives, pardon, et aussi, à un plus grand risque de blessure et potentiellement à une faible densité minérale osseuse. Mmh. Donc avec un tissu osseux qui se reconstruit pas très bien, tout simplement parce que les œstrogènes ont beaucoup d'impact sur notre santé osseuse. Donc voilà, mais malheureusement, les recherches sont encore très pauvres sur ce sujet, donc Mmh. on en attend plus. Après, il y a aussi le syndrome des ovaires polykystiques où là, tu as effectivement des cycles qui peuvent être irréguliers, voire absents. Et c'est différent là de l'oligoménorrhée, dans le sens où le syndrome des ovaires polykystiques, il y a vraiment, c'est un syndrome qui inclut plusieurs problématiques au niveau métabolique et endocrinienne, pardon, des problématiques endocriniennes. Donc voilà, mais je pense que si tu as un suivi gynécologique, un syndrome des ovaires polykystiques aurait été déjà diagnostiqué. Maintenant, tu veux rajouter quelque chose? Non, bah, tu as tout En dit. fait, Après, je c'est toujours, ce qui si tu veux, c'est moi, la raison pour laquelle j'ai pris ce sujet hyper à cœur, c'est quand je suis tombée dans la littérature et que j'ai beaucoup bossé sur la puberté, en fait. L'hyperspécialisation précoce m'a passionnée. Mais vraiment, je me suis lancée là-dedans, mais je suis tombée dans un vortex. J'appelle ça les vortex. C'est quand j'ai fait mon mémoire de recherche en master, je faisais sur, les différentes méthodes de mesure de la composition corporelle et du coup, il y avait tout un pan qui parlait des sports à catégorie de poids, les sports esthétiques, en fait, tous les sports qui étaient à risque de troubles alimentaires. D'ailleurs, je faudra juste que me refaire penser de parler de troubles alimentaires après. Et en fait, du coup, un des trucs qui est très corrélé, au désordre alimentaire et aussi à une aménorrhée, primaire, c'est l'hyperspécialisation précoce. Il y a des sports qui prédisposent énormément, dont la gymnastique. Et en fait, malheureusement, pourquoi ça m'a heurtée et presque vraiment touchée, c'est qu'en fait, le capital osseux est atteint normalement théoriquement pendant la puberté. Donc dans ton malheur, tu as eu de la chance, c'est que du coup, tu faisais un sport à impact, ce qui fait que du coup, tu avais quand même un remodelage osseux qui était, Mmh. fait via les impacts que tu avais. Ce Oui, qui est c'est plus la loi de problématique. Wolff, je crois. Ou Yeah! ta croissance, elle est c'est ça ou pas? Vas-y, vas-y, Oh là là, fais-nous rêver, fais-nous rêver. OK. Trop stylé. C'est que, ta croissance osseuse, elle est, proportionnelle, aux impacts, enfin Au ça y stimuli, est, ouais. ça on approche de la fin de l'épisode, je ne trouve plus mes mots. Aux Ouais, aux stimulations que tu reçois ou que tu Exactement. En fait, il y a un oh là cycle, là. destruction, reconstruction, c'est ostéoblaste, ostéoclaste qui, s'alternent et qu'en fait, à chaque fois que tu vas mettre un impact, il va y avoir vraiment une réaction osseuse qui va dire: «Ah dis donc, j'ai sauté fort là, il faut que je sois solide pour, refaire ce saut Ouais, potentiellement plusieurs fois». Le mec qui a codé ça, hein, quand on y repense, voilà, hein, ouais. on peut la faire souvent cette phrase. Bref et du coup, le fait d'avoir une aménorrhée primaire, malheureusement, les œstrogènes, ce sont eux qui sont en lien avec ce remodelage osseux permanent. Et le fait d'avoir des cycles qui apparaissent tardivement, en fait, on voit que le pic d'acquisition osseuse, il n'est pas le même que pour quelqu'un qui est menstrué à 13 ans. Donc si tu veux, ça veut dire que dans ton capital, dans ta banque osseuse, potentiellement, il est possible que tu partes pas avec le même capital osseux que si, tu n'avais pas eu une aménorrhée primaire. C'est ce que dit la recherche. D'un côté, ce qui compte ce qui est chouette pour toi,
c'est que tu as eu un sport à impact, ce qui fait que du coup, tu as quand même eu, des stimulations mécaniques qui font que tu as eu un capital osseux et malheureusement, le fait de prolonger cette aménorrhée, c'est-à-dire d'avoir eu des cycles, entre guillemets, «on ne sait pas trop» parce que tu as eu une contraception chimique, donc on ne sait pas trop à quel moment, est-ce que ton axe hypothalamo-hypophysaire, est-ce qu'au niveau de l'apport alimentaire et de la dépense, tout se passait bien comme il faut? On n'a pas de regard là-dessus parce que malheureusement, il y avait une contraception chimique. Ce qui est fait, c'est-à-dire que je crois pas que tu as eu de fracture dans ta carrière, je te souhaite pas. Ça m'est arrivé, mais c'est pas de manière, répétitive ou Eh bien, tant mieux et du coup, ben, c'est plus ce sujet-là de l'aménorrhée primaire. Nous, on doit éduquer les coachs, les sportifs, les entraîneurs pour dire, bah, en fait, il faut vraiment que vous essayiez de soutenir l'alimentation en regard des entraînements intensifs qui sont imposés dans des sports comme la gymnastique, en fait et actuellement, c'est quand même pas le cas parce qu'on est soumis aux standards de beauté et esthétique qui sont la maigreur. Mais voilà, exactement. Pas que les sports c'est esthétiques. oui, je sais. Mais quand je vois des Simone Biles, enfin, tu vois, moi, ça a été une révolution de voir Simone Biles sur les praticables, Mmh. parce que cette meuf, elle a des quadris à faire pâlir, les bodybuilders, quoi et par Mmh mh. contre, elle te tape des figures à son nom avec des triples saltos arrière et des vrilles et là, je me suis dit: «Waouh, un renouveau pour la gymnastique, en fait». Parce que pour commencer à avoir ce niveau de performance, il y a pas de secret là. Faut bien manger et il faut s'entraîner différemment et elle a fait naître des autres standards, en fait et je pense que c'est important qu'on valorise ces choses-là. Il y a une autre voie, il y a d'autres choses et on espère vraiment contribuer avec ce podcast à changer un Oui, petit peu les mentalités et montrer fi d'autres modèles potentiellement que les standards de maigreur, que les gens voudraient voir. ouais et que finalement la privation, ça résout pas les problèmes Non sur le long terme. Au contraire, ça en crée d'autres. et puis tu Merci fais Laura pour ce ouais beau message, je le et souligne. complètement et tu fais Écoutez-le. partie Tu fais partie en plus des personnes qui ont eu la chance en tout cas la chance, l'opportunité, je sais pas comment tu voudrais le dire, mais de faire du haut niveau. Mais combien de jeunes gymnastes se sont affamés, se sont entraînés très, très dur et n'ont pas pu accéder en fait au niveau qu'elles voulaient, avec toutes les conséquences potentiellement que Mmh. ça a pu avoir sur les troubles alimentaires et je voulais rebondir là-dessus, c'est que en fait, tout à l'heure, tu parlais de définition des TCA. En fait, maintenant, c'est un continuum. C'est-à-dire que tu n'es pas où tu c'est pas, tu es dans la case, le petit casier qui va bien de l'anorexie, le petit casier qui va bien de la boulimie. Ça, c'est ce que les gens aimeraient, mais en fait, maintenant, il y a une espèce de frise où en fait, en anglais, c'est un petit peu mieux défini. En français, la traduction a mis un peu moins de temps. Enfin, c'est pas toujours, bien, défini. En gros, les anglophones font la distinction entre disorder eating and eating disorder, donc trouble du comportement alimentaire et désordre alimentaire et en fait, OK. du coup, la c'est subtil, mais en fait, par exemple, ce que tu as décrit, ça intervient déjà un peu dans la classification des désordres alimentaires. Le fait de beaucoup penser à l'alimentation, de système de récompense, ce genre de choses et ça, en fait, actuellement, en France, on a un petit peu de retard. C'est très bien établi dans la littérature, anglophone scientifique, mais là, faut on a du taf à faire pour, dépister, en fait, dès ces moments-là, pour commencer à dire: «Et il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer pour telle ou telle personne. Ouais. Est-ce qu'on peut faire quelque chose?» Bah, après Ah moi oui. je sais que, tu vois, je me suis affamée, que j'ai pas eu un rapport très sain à la nourriture, mais que finalement en me passionnant pour la nutrition, je me je me suis mise des limites, qui m'ont permise de rester dans un cadre, acceptable, on va dire. Ouais. Bah, disons que je pense que tu as eu de la chance parce que tu as cumulé quand même les facteurs de risque. Tu étais Mmh mh. sportif Oui, de haut niveau, tu faisais un sport C'est ça. à visée esthétique. Du coup, enfin, tu vois, tu as quand même cumulé, vraiment pas mal de oui, facteurs après et je vous le dis, hein, ouais. aujourd'hui, sereinement, j'ai pas un rapport sain à la nourriture, c'est sûr. Je le sais. Après, est-ce que j'étais plus vers l'anorexie, la boulimie? Oui. Est-ce qu'on a besoin de le C'est une savoir? Est-ce qu'on a étiquette besoin de le après, je suis pas définir? sûre, Voilà, j'en sais rien. Mais, je pense que, on est beaucoup dans ce cas-là, dans le haut niveau et c'est tout ce qu'il faut retenir, qu'il y a eu, mmh mh. pire que moi et qu'il y a peut-être eu moins que moi, j'en sais rien, mais c'est pas l'intérêt et c'est qu'aujourd'hui, Je voilà, je d'en parler et de dire que c'est quasi systématique et que, voilà, ça mmh ça mh. mériterait peut-être un peu plus d'attention, aujourd'hui, quoi. C'est ça Ouais. et loin de moi l'idée de te mettre une étiquette et je souhaite pas forcément que tu reviennes sur ces moments, sans doute un peu compliqués de ton passé. Mais en fait, c'était surtout pour mettre en Ah, lumière qu'en fait, même on c'est comme l'aménorrhée en fait, ce qu'on essaye de l'aménorrhée est la fin des problèmes du trouble du cycle et en fait, les TCA sont la ouais, fin d'un truc qu'on peut déjà identifier beaucoup plus ouais. précocement Mmh. et les désordres alimentaires en fait sont identifiables, beaucoup plus en fait, on Ouais. peut les identifier beaucoup plus rapidement que les TCA où il faut répondre à certains critères et cetera. Donc c'était plus pour dire il y a une zone quand même qu'on peut identifier en tant que kiné, coach, médecin, parent
amis et Mmh. qu'en fait, Ouais. ça fait déjà partie de prendre soin de l'autre que d'essayer de dire: «Bon écoute, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose, est-ce qu'on peut en parler?» Mmh. Et après, voilà, en tant que kiné, moi, je me suis souvent heurtée de: «Bah, qu'est-ce que j'en fais?» Parce que j'en ai eu un Ouais. paquet et je me dis: «Est-ce que c'est ma place de parler de ça?» Mais d'un côté, ben, je fais partie des personnels, enfin, en tout cas, des personnes qui sont consultées. C'est pas pour ça qu'on consulte, mais Bah, je d'un pense que côté, si tu le j'ouvre fais le avec dialogue. bienveillance, voilà, c'est Voilà, ça. C'est d'ouvrir le dialogue et de pas te donner trop de leçons tout de suite et de laisser la personne venir parce que exactement. tu peux pas non plus sauver quelqu'un qui a pas envie de se sauver, tu vois? Non. Et ça, c'est dur, je pense. Mais en tout cas, d'ouvrir une porte et d'offrir un «refuge» entre guillemets ou une Mmh mh. oreille, et des compétences aussi à quelqu'un qui pourrait Mmh. avoir, Mmh. besoin d'aide. Ah mais complètement, hein. Bon, déjà, je rajoute que tout le monde est légitime de demander de l'aide, que ce soit, dès que vous ressentez de toute façon une souffrance dans votre rapport à l'alimentation, peu importe votre poids, parce que ce qu'on ne sait pas Mmh aussi, mh. c'est que, la plupart des TCA ne se voient absolument pas sur le corps des gens. Je crois que c'est 6 la population qui ont des troubles alimentaires qui sont en sous-poids. Donc tous les autres, ils ont l'air normaux. Ouais. Donc vraiment, voilà, c'est pas parce que, vous n'êtes pas diagnostiqué, en tant que tel avec un trouble des conduites alimentaires comme le DSM-5, le définit et cetera les définit et cetera, que, il y a pas de souffrance dans votre rapport à la nourriture et au contraire, ne laissez pas les choses s'aggraver ou se chroniciser. Voilà. Mmh. Et toi, c'est trop cool parce que tu es passée dans l'autre versant, tu vois? Tu as eu effectivement à un moment, tu étais vraiment sur, on va dire sur une crête et tu as pris le versant, Ouais, voilà, après, je je pense que, tu vois, ça reste une cicatrice dans le sens où, bien sûr. je dirais pas que j'ai un rapport ultra sain à la nourriture encore aujourd'hui, notamment, tu vois, Mmh. avec, ces phases de gonflement, et c'est très fluctuant, en fait. Il y a des périodes où ça va, je pense qu'en ce moment, ça va relativement et je pense que c'est pour ça Mmh. aussi que j'arrive à en parler aussi facilement. Il y a des périodes où c'est plus compliqué et puis, mais globalement, ça va de mieux en mieux. Je pense que c'est ce qui est important, c'est d'avancer. Trop Oui, cool. complètement et on peut Mmh. terminer là-dessus donc franchement merci Laura pour tout ce que tu nous as livré, c'est très riche, c'est C'est long. authentique. Oh bah, on va voir comment on va agencer ça, mais franchement merci de ta sincérité et de tout ce que tu Bah, nous as partagé, aujourd'hui. Je pense que ça peut aider vraiment beaucoup de personnes donc merci à avec toi, plaisir et d'avoir comme je pris disais ce en temps. début d'épisode, si ça peut, toucher ou aider, ne serait-ce qu'une personne, ce sera déjà, parfait et ça méritera, le temps qu'on a pris pour en discuter. En tout cas, merci, c'était un temps riche d'échanges et merci pour ce podcast et cette démarche parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on en a besoin. Bah, écoute, c'était vraiment un plaisir de t'avoir au micro et voilà et c'était très chouette. Et on te Bah, souhaite, merci à le vous les meilleur. filles et puis, ouais, merci, c'est super gentil et puis, bah, à bientôt peut-être en vrai, avec plaisir. Et grave. Et bah, avec grand plaisir. On Ouais. suivra les aventures avec Bébert et tout ce que tu vas partager. Carrément. Merci beaucoup. Bah, bonne soirée à vous et puis, bah, bonne continuation avec le podcast et en dehors, Ça avec toutes les marche. femmes que vous accompagnez. Bye. Bye bye. Merci à toi d'avoir été jusque-là. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré et des commentaires bien sûr. N'hésite pas à nous dire ce que tu as aimé ou ce que tu voudrais voir améliorer. Et dans notre prochain format d'interview, si tu veux écouter quelqu'un en particulier sur le sujet de la femme sportive, n'hésite pas à nous le suggérer en commentaire ou en DM sur Instagram. Allez, à bientôt!